Bonjour et bienvenue chez le Doc Mayou. Société, débat, relations, famille. Le Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Bon début d'après-midi tout le monde. Bonjour Pierre. Madame Jeannette. Pierre. Oui. On va avoir besoin de vos commentaires. Ah oui, sûr. Quelle qu'en soit la couleur. Oh. Parce que c'est un gros sujet aujourd'hui. C'est un gros sujet qu'on aborde. Et puis, est-ce que vous avez certaines réflexions à partager avec nous? Oui, il y en a une. Hier matin, je lisais la presse et ça m'a vraiment intéressé et interpellé. La renaissance d'Inna. Inna Bokoum, c'est une Malienne de 26 ans qui vit à Paris. Et elle a été excisée. C'est-à-dire, on lui a coupé une partie de ses organes génitaux, de sa vulve, à l'âge de 4 ans. Écoute bien l'histoire qu'elle raconte. Les parents d'Inna sont pourtant ouverts d'esprit. Son père est diplomate et sa mère milite dans une ONG qui lutte contre l'excision. Elle a décidé de se battre plus tard, il semble. Non. C'est quoi le fond de l'histoire? Je n'ai pas vu cet article-là. Bon, c'est ça. Son père est diplomate. Oui. Sa mère est une militante dans un organisme non gouvernemental. Oui, ONG. qui lutte contre l'excision chez les petites filles. Alors, au Mali, l'excision touche 90% des fillettes. Oui. 90. 9 femmes sur 10 sont mutilées au niveau de la vulve au Mali. OK? Écoute bien ça. Le père et la mère emmènent la gamine se promener dans la famille du père au Mali. Oui. Il était en vacances. Alors, la sœur de la grand-mère paternelle l'a amené chez l'exciseuse en l'absence de la mère. Quand on m'a ramené avec un linge entre les jambes, ma mère a hurlé. C'est pas vrai. Oui. C'est pas vrai. Ça s'appelle le poids de la tradition. Ça n'a pas de bon sens. Il y a autre chose que ça s'appelle aussi. Moi. La mère milite, connaît très bien sa race. Oui. Elle laisse la petite avec une sœur de la grand-mère. Ils ont sauté sa gamine de 4 ans, puis ils l'ont emmenée se faire charcuter. Et là, veux-tu pas que la mère hurle après? Oui. Est-ce qu'on peut compter sur les femmes pour effectuer des profonds changements de société, surtout dans les problèmes qui les concernent? L'excision des organes génitaux en Afrique, c'est une affaire de femmes. On peut dire que la mère de cette petite fille-là a pris le taureau par les cornes, qu'elle lutte pour ça, contre ça. Ouais. Ah, ouais, t'es sûr de ça? Elle le fait. Ouais. Si c'est ouvert, c'est parce qu'ils l'ont fait vraiment. En tout cas, Pierre, je veux dire, c'est inconcevable de toute façon. Écoute, tu t'occupes d'une ONG, tu te fais vivre, là. Tu te fais vivre en partie par une organisation là, non gouvernementale qui lutte contre l'excision, puis t'amènes ta petite fille de 4 ans puis t'as laisses là, sachant très bien qu'une bonne femme va la prendre par la main et va l'emmener se faire charcuter. Comment est-ce qu'ils ont pu, en tout cas, hein? De toute façon. Hypocrisie féminine oblige. Alors, c'est pour ça que, écoute, non, je pense que ça dénote une caractéristique de la femme et il faut pas se gêner pour le dénoncer. D'ailleurs, parlant de caractéristiques des femmes... Je crois que vous poussez juste un petit peu, Pierre, dans ce cas-là. On peut présumer, c'est possible qu'elle ait été hyper naïve de s'en remettre pour s'occuper de sa fille à la grand-mère qui tient la tradition. OK, mais que ce soit délibéré... Est-ce qu'il est possible que inconsciemment elle ait été complice et qu'elle ait voulu simplement que sa petite fille ne jouisse jamais comme elle n'avait jamais joui et la mettre dans un contexte où elle savait très bien ce qu'elle allait se passer? Est-ce que c'est possible, Jeannette? C'est aussi possible. C'est aussi possible. Alors, ceci étant dit, écoute bien ça. Là, c'est un homme qui vient régler les problèmes. C'est drôle. Les femmes créent des problèmes, mais elles en règlent rarement. Pierre Foldays, c'est un chirurgien. C'est un chirurgien urologue à Paris. Oui. Et sais-tu qu'est-ce qu'il a fait, ce chirurgien-là, à Paris? Il reconstruit. Il reconstruit des clitoris et des petites lèvres qui ont été charcutées. Des vulves, là, d'Africaines charcutées. Et j'ai lu l'article avec beaucoup d'intérêt parce que je me demandais comment il faisait ça. Alors lui, il a simplement découvert que le clitoris d'une femme, vois-tu, on voyait juste un petit bouton, comprends-tu, à la surface de la peau, mais sous la peau,
ça a quand même une dizaine de centimètres. C'est assez long, un clitoris de femme. Mais Pierre, on dit que c'est le pendant, excusez, du pénis. Exactement. Donc, il peut y avoir érection. Il y a érection quand il y a excitation. Le clitoris gonfle. Oui. Donc, ce seraient les mêmes tissus. Oui. Bon. Exactement. Alors, il a dégagé, lui, puis il a récupéré. Alors lui, il va en dessous de la peau, puis il dégage ça sur un petit bout, puis il en remet un petit morceau à la surface de la peau. Bon. Et il paraît que c'est, en tout cas, d'après l'article là, qui est rapporté par Ilse Paquin, c'est quasi miraculeux. Alors là, elles peuvent orgasmer comme toutes les autres femmes. Aïe, aïe. Hey, ça c'est un coup de jarnac à la tradition, puis pas à peu près. En plein mollet. Ouais. Sur l'os d'en avant. J'ai oublié de te dire, c'est une des raisons pour laquelle c'est encore un homme qui règle ce problème-là? Parce qu'évidemment, il reçoit des menaces régulièrement par les tarés. Ah, il y a toujours des tarés qui lui font des menaces. Et il s'en fiche éperdument. Et il continue. C'est ça, mais oui. Oui. C'est un gros gaillard français de 53 ans. Puis du moins, il dit les menaces et il dit ça me dérange pas. Quelle aventure! C'est le fun qu'il y ait des hommes de temps en temps pour régler des problèmes importants. Il y a des femmes qui en font aussi, Pierre. Tu sais, on a dit, il y avait possibilité qu'elle soit naïve, il y a possibilité que ce soit inconscient, il y a possibilité qu'elle se soit faite avoir aussi, la mère de la petite fille, là. C'est tellement épouvantable comme charcuterie, ces histoires-là. Est-ce que t'emmènes une enfant de 4 ans dans une famille où 90% des fillettes ont été excisées? Faut-tu être niaiseux? Pierre, tu te dis... Non, mais tu ramènes ton enfant de 4 ans, tu pars d'Europe, t'emmènes ça dans la tribu de tarés. Première chose qu'ils vont faire dès que t'as le dos tourné, c'est de prendre la petite, monsieur Toux, fait sauter le clitoris. Voyons, Janine. Mais c'est de l'obsession. Excusez-moi, là, c'est... Maudite gang de tarés. En tout cas. Bon. Oui, en tout cas. La première fois que j'ai vu un reportage là-dessus, je trouvais ça tellement horrible. Horrible. Tu peux pas... Elle amène sa petite fille là-bas, puis on lui saute dessus. Qu'est-ce que c'est ça? Des fauves? C'est quoi? Ben oui, mais c'est comme ça. Ce sont des peuples de tarés. Ils ont des tares sociétales. C'est pas par mépris que je dis ça, c'est un fait. Alors, l'être humain, lorsqu'il vit en troupeau, comme certains troupeaux, par exemple, dans la nature, peut, à un moment donné, cultiver, à son insu, ou favoriser des tares. Et s'il y a trop de tares, ben là, tu sais, ça va pas loin. Alors voilà. Alors, il n'y a pas de lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Non. Pas du tout. Recevoir un verdict de maladie grave, surtout si on s'y attend pas, ça peut donner tout un coup. Ben, tu vas voir qu'il y a un lien. Oui. Il y a un lien. Ben, si vous en faites un, OK. Alors, il va y en avoir un. Pour survivre. Alors, on va demander aujourd'hui à nos auditeurs et auditrices qui ont le goût de s'exprimer là-dessus. Comment on garde espoir dans les pires moments? Parce que ça peut se résumer à ça. On te dit, là, il y a un diagnostic de cancer. Voilà le lien. Oui. Espoir. Oui. C'est que même les gangs de tarés, on va vous botter le cul et on va permettre à ceux qui espèrent des changements que le changement survienne. Mais il faut que ça émane d'eux, ces histoires-là. Ouais. C'est ça, ça prend du temps. Mais il faut leur dire, si on ne leur dit pas qu'ils sont tarés, ils découvriront pas par eux-mêmes. Tu sais, quelqu'un qui est dans le bain, si tu lui dis pas, hey, ton eau est trop chaude, elle est trop froide, il peut s'adapter à la température du bain, puis il va rester dedans. Mais la mère qui travaille pour les ONG contre l'excision, c'est quand même un grand premier pas. Sérieusement, qui émane en autant qu'elle n'est pas trop hypocrite, la bonne femme. Moi, je vois pas quel intérêt elle irait. Ben oui, elle a un intérêt financier, c'est que de travailler pour une ONG, c'est payé. Ben, son mari est diplomate, Pierre. Tu comprends? Son mari est diplomate, elle travaille pour une ONG, c'est pas très payé, là, les organismes non gouvernementaux, ceux qui s'occupent de ça, là. Attention, il y a des personnes, il y a une couple de personnes là-dedans qui peuvent être assez bien payées, merci. Oui, puis ça fait bien ça quand tu voyages, tu sais. Ton mari est diplomate, puis t'as un peu d'ONG qui rentre, d'argent d'ONG qui rentre pour le grévy. Ouf, t'as beau être africain, là. Peut-être. Bon, alors si on revenait à notre sujet. Oui, je me tais. Tout ça, tout ça à la suite d'un article, une pub qui tue l'espoir. Avec l'hypocrisie féminine, Janine, tu le sais. La misère avec ça. Avec l'hypocrisie en général, parce qu'il y a des hommes qui sont saprement aussi, là. Oui, d'accord, mais elle est surtout féminine, l'hypocrisie. Elle n'est jamais dénoncée. Chez l'homme, elle est dénoncée, chez la femme, elle ne l'est pas, alors qu'elle y est plus prévalente, d'après moi. Dans les deux cas. Mais dans les deux cas, Pierre, on pointe l'hypocrisie. Mais si elle est inconsciente,
Ouais, si c'est inconscient, c'est des deux côtés, tu dis pas de l'hypocrisie. Comment je pourrais dire ça? Bon point. Ouais. Bon point, je comprends ce que tu dis. C'est pas une stratégie, là. Les comportements mus par l'inconscient, ouais, c'est... Parce que vous nous ramenez ça quelquefois dans le discours. C'est vrai, je suis pris. Il y a un article en fin de semaine. Allons-y. Il y a, semble-t-il, une publicité où on voit une femme qui reçoit un diagnostic dans le bureau du médecin puis elle bascule par l'arrière. Correct. Elle l'annonce à son conjoint, c'est la même chose. Les enfants, c'est basculent violemment. Okay? Ouais. Bon. C'est comme si c'était l'effondrement de tout. Et la femme qui, elle, écrit le courriel, je pense qu'elle a secondé son mari qui est pris d'un cancer, qui travaille pour le Journal de Montréal. Il a dit, on n'a pas besoin d'une pub comme ça. On a besoin d'espoir quand on se fait plaquer au visage un diagnostic de cancer. D'autant plus que si on parle du cancer, dans beaucoup de pourcentages, on avance dans la recherche, puis on arrive à des résultats. On prolonge la vie parfois agréablement de nombreuses années. Alors elle dit, espoir. Comment on fait... Mais nous autres, on s'est interrogé, Pierre. La première réaction. Une personne qui a une nature qui est très optimiste, qui reçoit un verdict comme ça, versus une autre personne qui est pessimiste, comment ça se reçoit? Vous avez certainement reçu des gens en bureau, là, qui avaient reçu des verdicts. Ça peut être la sclérose en plaques, ça peut être toutes sortes de grosses maladies, là. Bon. Premièrement, au Québec, il y a moins de monde qui s'effondre qu'on le croirait. Cependant, il y a une espèce de courant culturel qui voudrait que tout le monde s'effondre. Mm-hmm. Alors, demande-moi pas trop pourquoi, là, puis d'où ça vient, cela. C'est qu'on essaie, d'instaurer une culture de la victimisation, une culture de l'effondrement, une culture du sans solution, tu sais. Alors que, et plus souvent qu'autrement, les individus vont espérer. On essaie, par exemple, de nous vendre l'inverse à l'occasion, qui est pas mieux, qui est de la lutte contre le cancer. Oui. On ne lutte pas contre un cancer, c'est pas vrai. C'est pas l'espoir est beaucoup plus important et déterminant que ne peut l'être la lutte ou la bataille. OK. Alors, on a placé la bataille. Alors, 790... On se bat pas contre la maladie. On va revenir. La résilience, l'espoir, la résilience, il y a des attitudes beaucoup plus saines et productives. Et on va y revenir tout à l'heure. Par exemple, ils ont découvert que les individus qui étaient religieux, qui pratiquaient une religion, avaient un taux de guérison, dans certains cas, plus élevé que ceux qui n'étaient pas religieux. Alors, on regarde tout ça. OK. Pourquoi? Alors, 790-0224, 1-800-667-52-41. Alors, on parle vraiment aujourd'hui d'un verdict. Vous recevez un verdict de maladie lourde ou de maladie même incurable dans certains cas. Comment garder espoir dans un contexte comme ça? Permettre simplement, avec la résilience, permettre l'effet placebo. L'effet placebo chez l'être humain est une réaction de l'organisme humain très particulier. En effet, lorsqu'on fait des études, si je te donne, par exemple, un antidépresseur, est-ce que tu savais, puis tu te dis déprimé, je te donne une pilule qui s'appelle un antidépresseur. Même si le produit actif n'agit pas, il y a 30% d'effets que ton cerveau va mettre en branle en partant. Oui. Ça, il y a de plus en plus d'études, et le chiffre 30%, pour ce qui est de l'effet placebo, lorsqu'on compare les études à double insu de produits actifs comme les antidépresseurs, l'effet placebo est d'environ 30%. C'est un patient sur 3 qui se plaint d'être déprimé, tout simplement va réagir par lui-même. Oui. Alors, l'organisme humain a une certaine capacité de guérison. Mais c'est ça, oui. Bon. Puis, est-ce qu'il y a un aspect psychologique? C'est-à-dire, tu te sens bien soigné, tu te sens en confiance avec ce médicament-là, ça te détend. Peut-être que, comment vous dites, la guérison, l'auto-guérison, elle commence peut-être là un peu. T'es plus détendu, t'as moins peur. Avant même qu'il y ait quelque effet réel que ce soit du produit actif, oui. Le seul fait d'espérer, vois-tu, mobilise, a un effet mobilisateur sur la neurophysiologie du cerveau et du corps. C'est pas anodin, cela. Non. Et ce n'est pas la religion qui guérit, c'est le fait d'espérer. Et de pouvoir t'appuyer. Comprends-tu? Oui, absolument. Alors, que vous soyez religieux ou athée, soyez sans crainte. Si vous nourrissez une certaine espoir de guérison, ça va vous aider. Et ce qui est mauvais,
c'est justement ce qu'on prône, ce que certains tarés prônent dans notre culture pour des raisons X, c'est effondrez-vous, on va aller vous ramasser. Puis il faut atteindre le fond du baril. Pierre, j'ai déjà entendu une personne, admettons, elle était psychologue, là. Il faut atteindre le fond du baril pour finalement s'en ressortir. Non. C'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Très dangereux. Non, la plupart de ceux qui vont atteindre le fond du baril vont soit mourir d'une infection ou d'une maladie quelconque ou se suicider. Alors c'est un impact sur le système immunitaire aussi. Hey, je comprends. Oui. Bon, alors Pierre. Et ça, c'est ça le cerveau humain. On ne connaît pas tous. On ne connaît pas tout du cerveau humain. Mais on commence à connaître des choses vraiment intéressantes. C'est une belle machine. Ce qui me fascine dans tout ça, c'est ce qu'on appelle le fameux effet placebo. On avait l'habitude d'en rire de l'effet placebo. En voulant dire, tu sais, c'est niaiseux l'effet placebo. Pardon? L'effet placebo, dans les études en psychiatrie, entre autres sur les antidépresseurs, se manifeste dans 30% des cas. Hey, c'est énorme! Certains, c'est énorme. C'est tout du monde qui avait été screené supposément parce qu'il était déprimé. Alors Pierre, on va y aller. Tu lui donnes une pilule de farine, puis 30% vont guérir juste à cause de la farine. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe de quoi? C'est ça. Alors on parle à Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Bonjour à vous deux. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Le but de mon appel, c'est que je suis très contente de vous entendre parler Doc Mayou parce que j'ai eu un diagnostic de carcinome canalaire infiltrant de haut grade nucléaire, tatata. Oui, attendez, allez pas trop vite. Carcinome? Canalaire infiltrant. C'est où, ça, le canalaire? C'était dans le sein gauche. OK. Canalaire dans le sens, OK. De haut grade nucléaire. Et j'ai pas eu peur. Oui. Moi, ça m'a donné le coup de pied au derrière pour me reprendre en main. Je sentais ma vie qui m'échappait. Oui. Et quand j'ai eu ce diagnostic-là, j'ai été mis dans la position de choisir, Jacqueline, veux-tu vivre ou tu veux mourir? Oui. Et j'ai décidé de vivre. Oui. Alors, ce que j'ai eu besoin, c'est qu'on enlève ce visiteur indésirable. Oui. Je l'ai nommé comme ça. Oui. Et j'ai refusé la chimio, la radio et la tamoxifène. Je prends, écoutez, je suis allée visiter en biologie totale de l'être vivant. Je me nourris de nutriments endocellulaires. J'ai toute l'énergie qu'il faut. Et c'est autour de moi que j'ai été obligée de rassurer parce qu'effectivement, on essaie de nous victimiser. On essaie victime d'un cancer, je suis pas capable. Oui. Est-ce que ça fait longtemps, Jacqueline, que vous avez reçu ce diagnostic-là? Oui, au mois de septembre, en fait. Mm-hmm. Et puis là, je suis dans mon auto, je conduis, puis j'ai retrouvé cette énergie de vivre, mais ça me l'apprend à tous les jours, ça travaille à tous les jours. Et moi, j'ai décidé que j'étais guérie. Ce que la médecine me proposait, c'était 5 années de maladie devant moi. Et moi, j'en veux pas de ça. Alors, je travaille à tous les jours sur ma guérison. Je me sens guérie. Je me sens bien. Alors, je vois pas pourquoi j'irais suivre le troupeau. Et même quand je vais pour des examens, je suis en colère quand je suis dans le bureau. Pas dans le bureau, mais dans la salle d'attente. Et là, je pense que j'ai trouvé pourquoi j'étais en colère. C'est parce que je veux pas être là. Peut-être il y en a qui disent que c'est du déni, peut-être. Sauf que je me sens bien. Alors pourquoi j'irais me convaincre que je suis malade? Ouais. Alors, dans les histoires de cancer de sein, souvent c'est ça. Les femmes sont bien, elles ont un début de cancer, elles sont bien à partir du moment où elles ont les traitements. Souvent, elles vont regretter. Même si ça peut leur sauver la vie, elles vont regretter parce qu'elles souffrent des traitements. Ben, c'est ça. Ouais. De moins en moins ça. C'est de moins en moins vrai, là. Ben, peut-être. Les traitements de chimio sont de mieux en mieux tolérés. Est-ce qu'on vous avait offert de la radiothérapie? Oui, radio, chimio, puis tamoxifène pour 5 ans. Ouais. Et quand j'ai vu les effets secondaires, ça me tente pas. Moi, de vivre ça. Quelle sorte d'effets secondaires ne vous tentait pas? Toute la liste que j'ai lue, là, les risques qu'il y avait, là, il y en a aucun qui me tentait. Puis pour moi, regardez, là, ça voyez-vous, Jacqueline, voyez-vous, regardez, vous êtes un bel exemple, là, d'un excès d'information. Ah, OK. Peut-être. Vous savez, à vouloir être trop vertueux, on décourage le monde de se faire soigner. Mais le médecin, au lieu de vous remettre la liste, là, puis d'aller voir sur Internet la liste des effets secondaires possibles, imaginables et qui surviennent à peu près jamais, si votre médecin vous avait simplement informé des principaux effets secondaires. Oui, ben, je les ai lus aussi, là. Mais je suis pas inquiète. Je suis pas inquiète. Moi, j'ai aussi l'impression qu'on a un temps de vie à vivre. Et que... Vous avez quel âge, Jacqueline? Moi, j'ai 55. Vous avez 55 ans? Et que, peu importe, si
pour moi, la chimio, la radio, c'est un poison. Ça va l'être un poison. Vous savez, c'est aussi dans notre tête. On m'a même offert de voir un psychologue. La radiothérapie, c'est pas un poison. Non, mais ça brûle et bon, regardez, j'avais pas le goût de vivre ça. Puis c'est un choix que j'ai fait. Attendez un peu. Ça brûle. Pourquoi vous dites ça brûle? Eh ben, ça brûle les bons tissus aussi. Et on m'avait injecté de la radiothérapie dans le sein. J'ai vraiment pas aimé les effets de ça. Je me suis dit, bon, j'irai pas plus loin dans la radiothérapie non plus, là. Attends, on vous avait injecté quoi? De la radioactivité dans le sein. C'était pour mieux aller voir. Oui. Bon, c'est ça. Alors, écoutez, j'appelle pas pour me plaindre, pour essayer de me faire convaincre, c'est juste pour dire non, c'est pour ça. Oui. C'est pour ça qu'on fait la tribune qu'on fait. C'est pour recevoir des témoignages, des points de vue, des explications, pour éviter qu'il y ait des dérapages dans un sens ou dans l'autre, que les personnes qui sont affectées soient le mieux informées possible et se fassent une idée. C'est sûr qu'il y en a qui me disent on s'en reparlera dans un an. Ben oui, on s'en reparlera dans Mais là, pour l'instant, c'est ça. Puis vous avez pas de symptômes, vous êtes capable de vivre une vie normale. Absolument. C'est un mardi choix, là. Puis vous avez accepté la chirurgie? Oui, c'était ça, je voulais qu'il s'en aille pour ma tranquillité d'esprit. Oh, ben c'est assez évident. Parce que j'en avais assez de me lever la nuit, de me réveiller pour me tenter le sein, savoir, ça diminue, non, ça, bon, j'ai dit, regarde, on fait ce choix-là. C'était le maximum que j'étais prête à faire. Oui. Est-ce qu'il y en a dans votre famille des cancers du sein? Non, il y en a pas. C'était hormonodépendant. Je prenais, moi, des phytohormones. Je prenais pas d'hormones de synthèse. Oui. Alors, j'ai cessé les phytohormones aussi. Mais j'étais pas prête à prendre la tamoxifène pour tout inhiber, là, mes hormones. Et vous êtes suivi? Ben, je suis suivie par ma chirurgienne oncologue. Elle est pas d'accord avec mon choix, mais elle est d'accord pour me suivre. Ben, j'espère. Mais vous avez quand même fait, en allant vers la chirurgie, vous avez stoppé quelque chose, en tout cas. Ben c'est ça. Oui. Ça se défend. Vous, c'est ça. Fait que c'est pas de la pensée magique, là. Vous êtes passé à l'action. C'est comme un rhume. Un rhume, ça se guérit. Un cancer, ça se guérit. Et pourquoi pas? Vous avez, il y a beaucoup de vrai dans ce que vous dites. C'est que là où de façon réaliste, sans verser dans l'ésotérisme, on aurait avantage à s'interroger sur les effets mobilisateurs des mécanismes guérissants du corps humain. Ce qu'on sait très peu. Mécanisme guérissant, Pierre. Ben, voyez-vous, elle dit qu'elle a choisi la vie. Quand tu choisis la vie, là, tu la prends à pleine brassée, là. C'est parce que vous avez ça t'apporte peut-être des choses on très sait puissantes. maintenant c'est pas tout à fait farfelu votre histoire. Parce qu'on sait très bien, on connaît de plus en plus l'importance de l'effet placebo, l'importance de l'espoir. Ouais. Merci beaucoup, Jacqueline. Et bonne chance. Au revoir. Merci, au revoir. Garder espoir quand on reçoit un diagnostic de maladie grave. Et Pierre, on a quelqu'un là en ondes qui fait de l'analyse politique. Elle est sur toutes les tribunes. Elle travaille avec Pierre Trudel le matin. José Legault, êtes-vous toujours avec nous? Bonjour, Janine. Bonjour. Oui, Madame Legault. Bonjour, Dr. Maillot. Oui, José. Oui. Alors, je m'excuse d'intervenir, là. J'étais en train de vous écouter. Non, mais je sais que c'est pas mon domaine, sauf que... Bon, écoutez, je viens d'entendre Jacqueline, et c'est bien évident qu'il n'y a rien d'autre à lui souhaiter que longue santé et longue vie. Comme à vous, José, parce que quand j'ai dit que vous êtes sur plusieurs tribunes, vous êtes une femme très active, on vous voit partout, et vous avez eu un jour un verdict, vous aussi, parce que j'ai entendu ça par hasard. Puis là, aujourd'hui, vous nous appelez. Alors, nous racontez ça un petit peu, comment ça s'est passé? Ben, c'est ça. Ben, c'est-à-dire qu'en 1996, moi, on m'a diagnostiqué un cancer du sein agressif. Et donc, cet automne, en 2006, je vais fêter mes 10 ans de santé. Et j'ai eu chimiothérapie, radiothérapie, 5 ans de tamoxifène, le régime, le package deal. Oui. Et moi, j'en suis fort reconnaissante. Je comprends toutes les théories et les thèses sur les mécanismes guérisants, la résilience et tout ça. Tout ça est très important. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est lorsque on fait du tout ou rien. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ça en complémentarité avec la médecine moderne. Parce que si le taux de mortalité
en tout cas, je vais parler pour le cancer du sein, là, a chuté, a baissé, commence à baisser de plus en plus. C'est beaucoup grâce à la médecine moderne. Oui. Ben oui. Hein? C'est parce que les traitements que madame trouvait trop difficiles se sont énormément améliorés, sont beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus pointus, que les effets secondaires sont beaucoup moins mais beaucoup moins marqués qu'il y a 20 ans. Parlez-nous des effets, ça c'est bien important, parce que ça n'a à peu près jamais été dit publiquement. Parlez-nous des effets secondaires que vous avez eus à la chimio, à la radiothérapie et au tamoxifène. Parce que ça varie d'une femme à l'autre. Ça va varier d'une femme à l'autre, mais à force de demander, tu sais, on va avoir une certaine idée, parce que oui, c'est majeur. J'ai arrêté de faire peur au monde aussi avec ça. Exactement. Alors, qu'avez-vous eu, vous, lorsque vous avez commencé votre chimio, la radio puis le tamoxifène? Bon, premièrement, il faut dire que j'avais 35 ans. Oui. Et comme on dit toujours, j'étais en santé avant d'avoir le cancer. Oui. Donc, ça aussi, c'est quand même important de le dire. Donc, c'est pas comme José, c'est l'inverse. Non. Dans le cas, attendez un petit peu. C'est que plus jeune est la personne atteinte d'un cancer du sein, généralement plus sévère est le cancer. Oui, mais plus on est résistant aux effets secondaires. Oui, en partie. Allez-y. Oui. Mais dans le cas de Jacqueline, plus tard survient un cancer du sein, moins, en général, moins sévère est le cancer. Allez-y. C'est-à-dire, il progresse moins rapidement. Oui. Le métabolisme est plus lent. Mais pour les effets secondaires, bon, évidemment, la chimiothérapie, c'est difficile. Il y a différents types de chimiothérapie. Non, je ne peux pas aller dans le détail. Qu'avez-vous eu? Laissez faire les autres. Qu'avez-vous eu, vous? Bon, j'ai eu de la fatigue. Oui. J'ai eu des nausées, mais très peu, parce qu'il y a ce médicament miraculeux qui s'appelle le Zofran, n'est-ce pas? Qui fait qu'on n'a pas, qu'on a beaucoup moins cet effet secondaire-là. OK. Moi, j'avais été très privilégiée parce que j'avais eu les conseils de Robert Bourassa, qui lui-même avait eu un cancer, et il m'avait dit la chose suivante. Il m'avait dit, tu sais, pendant tes traitements, tu vas avoir des effets secondaires, mais l'important, c'est que tu respectes ton corps et que tu sois active à l'intérieur des capacités que ton corps aura. Oui. Donc, et j'ai été beaucoup plus active que je l'aurais cru quand j'ai eu mon diagnostic. Alors, pendant ma chimio, j'avais ma chronique au devoir, je faisais de la télévision à toutes les semaines, j'avais une perruque, évidemment. Parce que les cheveux, vous avez perdu vos cheveux, c'est ça, j'osais pas le pour. Oui. Bien sûr, je me suis transformée moi aussi en Bouddha. Et je trouvais ça très joli, mais de faire de la télévision chauve pour les femmes, ça passe pas très bien. Ouais. Bon, donc ça fait éclater comment on pourrait dire, les normes. C'est ça. Les normes esthétiques. C'est ça. Et quand j'étais fatiguée, je me reposais. Tout simplement. Ouais. Voilà. Et puis je faisais attention à moi, puis je prenais des marches, et puis je voyais mes amis, puis j'essayais de prendre du plaisir dans la vie. La boisson, le vin? Très peu de vin. Très peu de vin, OK. Mais c'était pas défendu radicalement? Non. Okay. Non. Très peu de vin. Et moi, j'ai même eu un effet secondaire positif, c'est-à-dire que moi, j'ai une énorme intolérance au lactose, et pendant mes traitements, j'ai perdu mon intolérance. Alors, j'ai pu manger beaucoup de crème glacée. Et ça a duré combien de temps, la chimiothérapie? Ça a duré à peu près 4 mois. 4 mois. Ensuite, j'ai eu 5 semaines complètes de radiothérapie. Oui. Quels effets secondaires? La radiothérapie, ça fait quoi, ça, quand on a ça? Dans mon cas, je vais vous dire honnêtement, rien. Et moi, je sais là, pas vous êtes plate, vous, là! Non, puis je joue pas à l'héroïne quand je Non, vous avez rien senti? Non. Ça a été beaucoup moins difficile que la chimiothérapie. Parce que, voyez-vous, Jacqueline, tout à l'heure, elle nous a parlé de brûlure. Oui. Anciennement, c'était ça. Anciennement, donc vous, aucune brûlure sur les tissus de surface. La peau va devenir plus délicate, mais vous savez, faire une poussée d'eczéma, ça fait plus mal que ça. Hein? Bon. OK. Non, c'est vous qui l'avez vécu, c'est pour ça. C'est important votre témoignage, José. Puis le fameux tamoxifène. Et le tamoxifène, mais ça a été plus rough dans les premiers mois. Là, il y a eu plus d'effets secondaires, mais à un moment donné... Comme quoi? Quel genre d'effets secondaires vous avez eu, vous? Oh mon Dieu, plus de fatigue. Oui. J'ai pris un peu de poids. Oui. J'ai reperdu après. Oui. J'enflais un peu des jambes, mais ça... Un peu d'édème aux jambes. C'est ça. Mais au bout de 4-5 mois, le métabolisme se fait à ça aussi, hein. Donc, il s'adapte, les effets secondaires diminuent.
Et puis, à un moment donné, on en a presque plus. Hein. Bon, parce que le corps, c'est une machine qui s'adapte. Hein. Bon. Et au bout de 5 ans, bon, j'ai arrêté le tamoxifène. Et puis, bon, et je touche du bois depuis ce temps-là. Et je suis très bien suivie. J'ai un excellent oncologue. Et je crois beaucoup Alors, en termes de suivi, c'est à quelle fréquence maintenant les visites chez l'oncologue? Moi, c'est à tous les 6 mois, quand même, parce que c'était agressif ce que j'avais eu. Oui. Mais on veut pas que ça recommence et que ça soit, ça ait le temps d'évoluer. C'est un principe de prudence, là, plus qu'autre chose. Alors, à chaque 6 mois, ça consiste à quoi le suivi? Une mammographie? Non, la mammographie, c'est une fois par année. Une fois par année, la mammographie? Donc, examen par le médecin, parce que moi, j'ai eu une chirurgie, donc il y a un sein que j'ai de la difficulté à examiner. Ça doit être mon oncologue qui l'examine. Oui. Et puis, radiographie, d'autres tests lorsqu'on soupçonne qu'il y a un petit problème. Et puis, moi, la philosophie de mon médecin, c'est de trouver les petites choses avant qu'elles deviennent des grosses choses. Oui, c'est excellent. Alors, aux 6 mois. C'est ça. Donc, c'est juste pour dire que la médecine plus alternative, faut faire attention pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Puis le bébé, c'est la médecine moderne qui nous permet, qui fait qu'avec le même diagnostic, Dr Mailloux, il y a 25 ans, parfois était une condamnation à mort. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, il y a des cas où ça ne l'est plus. Et c'est beaucoup à cause ou grâce à l'évolution de la médecine moderne. Mais Josée, je voudrais revenir sur un point que Jacqueline a abordé. Quand tu portes un cancer du sein, là, tu le sais pas. C'est pas nécessairement douloureux. T'as aucun symptôme. Non. Est-ce que ça peut faire peur? Est-ce que ça peut faire peur de s'embarquer? Avez-vous pensé à deux? Oui, tu te dis, là, je me sens en pleine forme. J'ai beau avoir un cancer. Si je me soumets à tout ça, c'est un questionnement qu'on peut se faire. Ben, tout à fait. Ouais. Et moi, 9 mois avant mon diagnostic, ma mère était décédée, elle, d'un cancer du poumon, parce que mes parents étaient des fumeurs. Oui. Donc, disons que moi, j'étais dans un état d'esprit un peu particulier. Oui. Mais bien sûr, c'est normal d'avoir peur. C'est tout à fait normal. Il faudrait être complètement inconscient pour pas avoir peur. Maintenant, s'effondrer. Qu'est-ce que vous voulez dire, s'effondrer? Que pensez-vous, là, on va s'éloigner un petit peu de votre problème personnel, et que pensez-vous de ces rappels ou de ces invitations à l'effondrement collectif qu'on voit régulièrement dans de la pub, dans toutes sortes d'affaires? Ben, je sais pas ce que vous voulez dire par effondrement collectif. Un peu comme la pub que Janine. Il y a une Janine publicité, décrivait, c'est ça. Vous tombez sur le dos, puis là, c'est le drame, puis tout le monde tombe sur le dos, puis tout le monde est terrassé. Ben, c'est parce que ça fait un peu ça. Excusez-moi, c'est mon cellulaire qui sonne. C'est la vie qui continue. Ça fait, je vais le fermer. Ça fait un peu ça, parce que il reste que le cancer ne tue pas toujours, mais il peut tuer. Ouais. Oui. Donc, ce n'est pas un diagnostic, c'est pas une grippe, c'est pas un rhume. C'est ça. Donc, alors, Josée, vous avez été... C'est sûr qu'on peut s'effondrer, mais on se ramasse. OK. Donc, première réaction, même Josée Legault, c'est effondrement. T'es terrassé. Première affaire. Non, moi, et on se relève. Moi, j'ai pas été effondrée. Non, parce que je l'avais vu chez ma mère. Oui. Donc, c'était pas un terrain inconnu pour moi. Oui. Je pense que c'est beaucoup plus difficile pour les gens qui n'ont pas connu des proches qui ont eu cette maladie-là, parce que là, c'est l'inconnu. Alors, il y a définitivement un message à envoyer, c'est éviter de s'effondrer, et les proches de personnes atteintes, ne vous effondrez pas. Ça, je pense que c'est le début. Oui, mais il faut aussi se laisser sentir ce qu'on ressent, je pense. Et puis, si on a de la peine, on a le droit. Puis, si on a peur, on a le droit. Oui. Et puis, vous savez, vous connaissez les étapes comme moi à travers lesquelles on passe. Mais à un moment donné... Tu varies beaucoup, Josée, d'une personne à l'autre. Voilà, puis à un moment donné... Votre témoignage est particulièrement précieux. Merci. C'est votre expérience personnelle. Merci beaucoup, Josée. Énorme merci, madame. Merci, bonne journée. On vous écoute demain matin. Hein? Vous êtes là demain matin. 790-0224, 1-800-667-5241. On se demande comment on passe au travers du diagnostic, par exemple, d'une grosse maladie. On parle aujourd'hui des réactions qu'on peut avoir quand le médecin vous dit « t'es pris d'un cancer, t'es pris de la sclérose en plaques ou toute autre grosse maladie ». Puis je voudrais rendre hommage, Pierre, à quelqu'un qui travaille avec nous depuis des années, Muriel. Muriel, c'est notre téléphoniste. Elle a eu des gros problèmes de santé, puis elle est encore là. Elle a passé par, je pense que c'était 2 ans et demi de traitement, puis tout ça. C'est bien entourée. Elle se plaint pas de ça, mais il a fallu qu'elle affronte, puis elle a affronté. C'est ça. Avec courage. Oui.
avec bravoure. Ça, je pense pas que c'est aller dans sa vie personnelle. Alors, c'est ça. Ah oui. Hey, alors Et aussi l'autre mot que tu as mentionné, être entouré. Oui. Alors, les entourages de personnes là, affectées qui sont terrassées puis qui s'effondrent, c'est toujours mauvais. Alors, habituez-vous, Québécois, à vous tenir debout. Surtout lorsque quelqu'un qui est affecté par une maladie importante ou quelque chose, une épreuve importante. Alors, le club des pleureuses, c'est tout le temps mauvais. Et j'ai hâte qu'on comprenne ça dans notre culture. Oui, mais Pierre, on part de loin. Parce que si on va au salon mortuaire et que les personnes qui sont censées être dans le deuil ne pleurent pas, ça déstabilise. C'est pas bien reçu. Oui, vous voyez qu'on part de loin? T'as raison, on part de loin avec l'hypocrisie féminine largement répandue. C'est une culture d'hypocrisie, culture du mensonge, culture d'hypocrisie. La religion catholique cultivait ça, l'hypocrisie, le mensonge à soi, mensonge aux autres. Ben oui, t'as raison de le dire. Mais on peut s'en éloigner de ça si on en devient conscient. C'est ça. Mais avant, tout le monde pensait que tout le monde le faisait, tout le monde croyait que c'était correct. C'est comme l'excision en Afrique. Tout le monde le fait, faisons-le. Ben oui, mais gagne de taré. On va maintenant à l'expérience de Marcella. Marcella, bonjour. Bonjour. Bonjour, Marcella. Bon, moi, il y a 1 an, j'ai eu un diagnostic d'un cancer. Le médecin m'avait dit de 3 à 6 mois, sûrement pas 1 an. Fait que j'ai mangé un coup de masse, hein. Oui, il y a combien de temps? Attendez un peu. Il y a combien de temps de ça? C'est 1 an. Il y a 1 an, OK. Oui. Allez-y. 1 an. Là, j'ai mangé un bon coup de masse. Puis quelle sorte que c'était? Quelle sorte de cancer? Les poumons. J'avais des métastases, puis j'avais tout le long de la colonne. C'était vraiment fini. Oh! Et il m'a montré ça, il dit, c'est fini. Là, j'ai mangé un bon coup de masse. Oui. Mais seulement que j'avais déjà un cheminement intérieur de fait un petit peu vers l'acceptation. Je savais que quand tu n'acceptais pas quelque chose, tu souffrais plus. Mais moi, je trouvais déjà que c'était souffrant là, de recevoir ça. Là, la résilience, c'est important chez l'humain. Vous avez tout à fait raison de le dire. Oui. Là, quand j'ai vu ça, j'ai pensé, comment je vais accepter? Ben, mon processus, ça a été, je suis né, il faut bien que je meure. Oui. Alors là, mon processus a commencé comme ça. Et puis là, je me suis dit, bon, il y a une affaire. Je vais m'accrocher à l'espoir de vivre, mais seulement aussi avec l'acceptation que je peux mourir. Oui. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit, je vais tout prendre ce que les médecins offrent. Oui. Après ça... La totale, Marcella. Pardon? La totale. C'est bien dit. Hein? La totale? Oui, c'est ça, vous avez accepté tout. Ah oui. En passant, Dr. Mailloux, je viens à la même place que vous, hein? Arrête dedans! Oui. Vous êtes originaire natif de Normandin? Oui. Il y en a donc bien du monde à Normandin, Pierre Mailloux. Non, mais c'est un gros village. Ah oui, c'est un gros village. Je connais très bien sa grand-mère aussi, qui restait au rang 4 Normandin. Arrête dedans! Ah oui, j'allais manger des galettes chez eux. Elles étaient tellement fines. C'est vrai, votre nom de famille, c'est quoi, Marcella? Mayotte. Pardon? Mayotte. Ben oui, des Mayottes à Normandin. Bien sûr. Ben oui. Ah, OK. Puis je vais aller voir, il y en a une qui m'a invité à donner une conférence là au mois de fin avril à Normandin. Une conférence justement pour une collecte de fonds pour le cancer. Ah mon Dieu. Et c'est une Mayotte, je me souviens pas de son prénom. Une Mayotte? Oui, une petite Mayotte qui organise ça. Ah bon? C'est peut-être pareil avec vous. Ben oui. Ah, le monde est petit. Ah oui, le monde est petit. Hein? Et là, vous demeurez où présentement? Là, je demeure à Rivière-du-Loup. À Rivière-du-Loup. Oui. OK, alors continuez votre histoire. C'est intéressant. L'espoir de vivre, l'acceptation. L'espoir de vivre, mais seulement que pour l'accepter, il fallait que je passe par le processus d'acceptation. Oui. Puis ça, dans ma vie, c'est ça que j'ai toujours eu le plus de misère, parce que c'est le plus dur à accepter quelque chose, hein? Oui. Bon, alors, j'ai dit, bon, OK, je suis né, faut bien que je meure. Et puis là, j'ai dit, mais seulement, je vais faire quelque chose avant. J'avais 5% de chance. Ben, j'ai dit, je vais tout prendre ce que la médecine offre. Oui. Et puis, de mon côté, moi, je vais me prendre en main. Tu sais, premièrement, mes enfants, quand ils ont appris ça, ils étaient effondrés. Moi, ça m'écoeure un petit peu. C'est l'effondrement. Oui, là. mais ils ont remonté. J'ai bien de la misère, Marcella, avec l'effondrement des proches. Ils ont remonté, Pierre. Oui, mais regarde, je vais t'expliquer. C'est une chance que je les ai pas connus, parce que je les aurais ramassés solides. C'est moi qui les ai ramassés. Hein? C'est moi qui les ai ramassés. Racontez-nous ça. Bon, là, ça fait que, là, eux autres, ils étaient tous, j'ai dit, là, quand ils sont venus me voir, j'ai dit, écoutez, là, moi, je suis né, faut que je meure, mais j'ai dit, ça veut pas dire que je vais mourir, là, mais j'ai dit, toi aussi, t'es né, faut que tu meurs aussi. Puis j'ai dit, mais quelle belle peut-être, j'ai dit que je vais vivre aussi, mais j'ai dit, j'accepte très bien les deux. Ouais. Puis en plus, je suis chanceuse, je vous ai élevé.
Moi, mes parents sont morts avant, puis ils n'ont pas eu le temps de m'élever. Déjà, j'appréciais ce que j'avais eu déjà. Oui. OK? Bon, oui. Oui. Ben là, je continue. Et puis là, j'ai dit, tiens, là, je vais prendre ce que la médecine m'offre. Puis là, la médecine m'offrait ça, mais j'ai dit au bon Dieu, que ta volonté soit faite, mais seulement tu sais très bien que je veux guérir, mais si tu veux pas, je vais accepter. La manière que j'ai fait ça, j'ai réalisé que c'était guérissant, tu sais. Oui. 8 mois après, je vais voir le médecin, puis il dit, veux-tu bien me dire comment tu as fait pour guérir avec ce cancer-là, oui. Ben, j'ai dit, moi vous dire comment j'ai fait. Premièrement, j'ai accepté que je pouvais mourir, puis que je pouvais vivre aussi. J'avais l'espoir de vivre. Et puis, j'ai pris tout ce que votre médecine offrait. En passant, c'est très bon, l'hôpital Laval. Oui. J'ai pris tout ce que votre médecine offrait. Ouais. Et le restant, j'ai dit, Dieu, tu feras le reste. J'ai dit, la seule affaire que j'ai pas voulu faire, de faire comme bien du monde, dire, je vais guérir, puis envers et contre tous, ça, j'ai pas bravé la vie. Vous avez évité la bataille. J'ai évité la bataille. Il n'existe pas de bataille dans Non, non. Vous avez tout à fait raison, et je pense qu'on a quelque chose là. Elle s'est pas accrochée, là. Non, faut éviter la bataille. La résilience, c'est d'accepter. Oui. On accepte la vie, on accepte la mort. C'est ça. Là, le médecin s'est levé debout, ça m'a impressionné. Il m'a donné la main. Il dit, c'est comme ça, madame. Il fallait faire. Allez, Merci beaucoup, Marcella. OK. Bonsoir. 1 an plus tard. Oui, elle est toujours là. Toujours là. Hein? C'est bon. Comment on réagit quand on reçoit le diagnostic d'un médecin qui nous dit, t'es pris d'une grave maladie, il va falloir... Ouais. Bon, tu sais... oui. Il y a une chose que je déteste entendre, c'est une personne qui reçoit un diagnostic important et qui est obligée de remonter ses proches. Ça m'écarte. C'est déjà assez assommant, admettons, comme nouvelle. Ça m'écarte. Oui. Mais ça, Pierre, effectivement, c'est pas culturel. Iriez-vous jusqu'à dire que les proches devraient contenir un peu leurs émotions, sinon beaucoup? Janine, écoute, minimalement. Exercice comme de compassion élémentaire. Ramassez-vous les... Bon. Alors, puis appréciez ce qu'on... Je trouve que ça fait vibrer beaucoup ce qu'elle a dit, Marcella, tantôt. Elle dit, j'ai apprécié tout ce que j'ai reçu dans la vie, tout ce que j'ai eu avant. C'est ça. Puis l'autre aussi, Jacqueline, qui a dit ça, tout ce que j'ai eu avant. C'est comme si une nouvelle comme ça, aussi lourde soit-elle, ça te fait faire un retour en arrière. C'est un méchant bilan, là. C'est bien évident que la résilience est nettement plus facile pour les personnes qui acceptent la mort comme étant la fin que ceux qui acceptent pas ça. Tu sais, les têteux de paradis, là, je te dis que c'est pas un cadeau, soigner ça. C'est dur à soigner, puis souvent, ils meurent avant. Les têteux de paradis. Alors, on va à Philippe. Bonjour, Philippe. Bonjour à vous deux, ça va bien? Bonjour, Philippe. Oui, je suis un petit peu nerveux, mais je devrais surmonter ça. Allez-y. Il y a beaucoup de gens qui appelaient avant moi et qu'eux parlaient de diagnostics qu'ils avaient reçus. Mon histoire est un petit peu différente. Nous, on a eu une petite fille, et à l'âge de 5 mois, elle est décédée. C'était rien qui était prévisible. On a eu le résultat de l'autopsie seulement 1 an après. Et finalement, ça s'est avéré que c'était je crois que c'était une fibroélastose cardiaque. Donc c'est... Pardon? Un quoi? Qu'est-ce que c'est? Un fibroélastose cardiaque. Oui. Et donc c'est quoi? C'est une masse? C'est une masse au cœur? C'est quoi? En fait, si on vulgarise un peu, c'est comme si une cicatrice s'était logée où les flux nerveux entrent dans le cœur. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle aurait pu avoir un petit rhume, une grippe ou quoi que ce soit, n'importe quelle maladie. Et le cœur, au lieu de réagir de la bonne façon, c'est-à-dire pomper plus vite pour amener de l'oxygène dans le corps pour rétablir la situation, le cœur a réagi d'une façon inverse, c'est-à-dire qu'il a baissé les fréquences cardiaques. Et ça a tombé dans un coma et ça s'est fait dans peut-être 1 heure. Donc, on s'est levé le matin et on a constaté ou presque le décès. Et avant de recevoir le diagnostic, ma conjointe était tombée enceinte. Et quand on a reçu le diagnostic, on s'est fait dire que c'était seulement le 10e cas en 14 ans au Québec. Et qu'on savait pas si c'était quelque chose d'héréditaire, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de cas, il n'y a pas de recherches qui se font. Donc, nous, les grosses questions, est-ce que notre prochain enfant va être correct? Oui. Est-ce qu'il va y avoir des séquelles? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut mal aller? Et on n'avait pas de réponse. C'est ce qui était un petit peu difficile à vivre. Donc, par la suite, notre enfant est né et tout est parfait. Oui.
Tout a très bien été. La peur aurait pu vous dicter un avortement, par exemple. Si vous aviez... Ça aurait pu en arriver là. Oui. Et nous, ce qu'on trouve un petit peu désolant pour des cas comme celui qu'on a vécu, c'est qu'il n'y a rien pour aider, disons, les parents qui sont dans ce type de deuil-là. On a été référé à un groupe qui était à Montréal, et ce groupe-là, bon, il y avait des gens qui étaient encore sur le deuil de leur enfant qui était décédé il y a 20 ans, qui était adolescent, quelque chose du genre. Nous, c'était pas notre cas, et on s'est pas senti interpellé par ce groupe-là. On est allé 2 fois, la deuxième fois, on s'est dit, bon, c'est assez, nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc, il n'y avait rien vraiment pour nous supporter. Vous n'aviez pas besoin de support? Ben, c'est-à-dire que moi, ma conjointe est allée voir un psychologue et elle était très bien satisfaite du travail qui était fait. Moi, de mon côté, c'est un autre psychologue et j'ai été grandement déçu. Il ramenait donc on n'a même pas parlé du décès en tant que tel. Puis moi, c'est pas ça que je recherchais. J'avais plus de résultats en étant dans mes petites affaires, puis retourner dans pas mon quotidien, mais avoir mes activités, voir. Vous n'aviez pas besoin d'aide pour le problème que vous décrivez. Si vous aviez besoin d'aide, c'est pour un autre genre de problème. Ni l'un ni l'autre de vous deux n'avait besoin d'aide. Je regrette. L'aide qui est fournie dans ces cas-là plus souvent qu'autrement est nuisible. Bon. Donc, retourner à sa vie comme Philippe a fait dans ses activités, c'était ça qui était le plus thérapeutique. La mort fait partie de la vie, Philippe. C'est bien plate, la souffrance, mais c'est ça. Quand est-ce qu'on va envoyer un message clair aux adultes du Québec? Il est pas clair. Souffrir, c'est aussi normal que jouir. Il est pas clair, le message, Pierre. Je le sais. Puis savez-vous pourquoi? La science avance tellement vite qu'on donne l'illusion depuis 30 ans aux gens qu'on peut soigner à peu près tout ce qui sort comme maladie. Pas d'accord. C'était comme ça avant la science. C'était comme ça? C'est la culture de la tribu. La pensée magique. Oui. Qu'on ne meurt pas. Ah. Une grande illusion. On va au ciel, puis la mort, ça n'existe pas. La mort, elle existe. On naît, on meurt. Marcella nous l'a dit tout à l'heure. Je suis né, je vais mourir. Quand, je le sais pas. Bon. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que de mon côté, en me retrouvant dans mes affaires, en parlant à mes amis, en faisant des activités aussi, j'ai retrouvé mon train de vie. La meilleure recette, c'est exactement ce que vous venez de dire. Puis d'accepter de souffrir, puis ça fait mal. Puis votre conjoint a le message clair à lui donner, c'est la même chose. T'as accouché d'un bébé, c'est bien plate, il est mort, ça fait mal, puis ça va faire mal longtemps, et c'est ça la vie. La vie, c'est de la jouissance puis de la souffrance. Et ce qui était drôle aussi, c'est que les gens, il y avait beaucoup de ce que j'appelle les weareux qui sont venus voir au salon funéraire, plein de gens que je connaissais pas, des connaissances qui m'ont entendu parler. J'ai trouvé ça un petit peu trop. Ah oui, il allait voir le spectacle, c'est le fun du monde qui se donne en spectacle. C'est intéressant. Moi, sur ça, je l'ai pas pris, puis je n'ai parlé à mon conjoint par après. J'ai dit, moi, je suis bien désolé, mais ce deuil-là, ben, c'est un deuil personnel. C'est pas un deuil que je veux partager avec des gens que je connais pas. On n'expose pas un enfant comme on expose un adulte qui a vécu 60 ans dans la communauté. Et c'est pour cette raison aussi qu'on l'a exposé. C'était le cercueil qu'on avait, c'était boîte fermée, là. Oui. C'était quelque chose qui était personnel à nous. À vous deux, c'est ça. C'était vous deux, puis oui. Exactement. Parce que Philippe et Pierre, vous avez vécu la même affaire, hein? Parce que c'est arrivé à vous aussi, Pierre, de perdre un petit bébé à peu près ça, quelques mois? Non, 6 semaines. 6 semaines, ouais. C'est ça. Fait que vous êtes deux pères qui avaient vécu la même affaire, là. Ouais. Il n'y a pas de traitement pour ça, et je déconseille les traitements pour ça. Ils sont mauvais. Je veux dire, vous êtes bien malheureux. Les enfants, c'est fait pour survivre leurs parents, tout ça. Je dis, oui, mais c'est des choses qui Voyez-vous, regardez, les intervenants vous invitaient à l'effondrement émotionnel, ce qui est vraiment mauvais. Alors, ramassez votre courage, Chibol, puis traînez votre grabat, a dit le Christ. Ramasse ton grabat, Calvaire, puis traîne-les. Vous avez eu la bonne recette, Philippe. Puis ça, j'ai hâte qu'on envoie le message clair. La vie, c'est ça. C'était pas la recette qu'on m'a envoyée, mais c'est la recette que j'ai mijotée moi-même. Oui. Elle était bonne. Merci de votre appel. Merci beaucoup. Oui. Oui, on poursuit maintenant avec Francine. Bonjour, Francine. Oui, bonjour. Bonjour, Francine. Oui, ça va bien. Alors moi, j'ai reçu un diagnostic d'autisme pour ma fille de 3 ans à l'époque, en 1996. Yes. Et puis sur le coup, ben ça dure un bon 2 semaines. Là, émotionnellement, j'étais très touchée par ça. Là, je me sentais très immobile. Avec raison. Mais surtout, j'ai eu peur à cause de l'absence de connaissances que j'avais sur ce sujet-là. Oui. J'avais aucune idée de ce que c'était. Puis parce que là, elle mourra pas là. Vous allez l'avoir d'impact un maudit bout de temps.
Non, mais... Elle va être morte intérieurement, mais physiquement, là, elle sera pas morte. Alors, vous avez raison. Dans un cas comme ça... c'est sa peur intérieure à elle qui me faisait... Pardon? C'est sa mort intérieure à elle. Oui. La normalité. Alors, vous avez raison. Première réaction, c'est quoi cette bébite-là? Qui ne la tuera pas, mais elle sera pas fonctionnelle. C'est ça. Ou très Alors peu. là, je me suis mis à me questionner à gauche puis à droite. Là, ça a duré 2 semaines où j'étais un peu inactive, là, mais je me posais des questions. Puis là, j'ai posé à gauche, j'ai posé des questions à gauche et à droite. Puis à un moment donné, on m'a parlé d'une thérapie de stimulation intensive. Ouais. Puis moi, comme l'inaction me faisait plus peur que l'action, ben j'ai décidé de m'embarquer là-dedans. C'est bon. Oui. Puis à l'époque... attendez, par exemple, Janine, on ne se réjouira pas trop vite. Non. J'ai hâte de voir la thérapie intensive, là. Bon, mais thérapie de stimulation, elle s'engageait dans quelque chose pour aider son enfant. Ça dépend en quoi ça consiste, là. Parce qu'il peut y avoir une maudite belle perte de temps là-dedans. OK. Ça, je sais pas parce que, mettons que au niveau de la thérapie de stimulation, en quoi ça consiste, c'est de répéter tout ce qu'un enfant fait de 0 à 5 ans. C'est-à-dire de faire des exercices au niveau, mettons, du fin moteur, du gros moteur. Fin moteur, je veux dire jouer avec des perles, jouer avec des allumettes, des choses comme ça. Le gros moteur, c'est le ballon, des choses comme ça. Là. Après ça, il y a le conditionnement physique, mettons le rampé, la marche, 4 pattes, la gymnastique, ainsi de suite. Là, c'est quelque chose qui s'en va en évolution. Là. Je demande pas à 3 ans à l'époque, là, il fallait que j'aille en fonction de son âge. Là. J'avais un programme remis par des gens qui avaient préparé ça. C'est pas moi qui a... Elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 13 ans. 13 ans. Puis, c'était un résultat intéressant. Elle a progressé avec la thérapie de stimulation? Ben moi j'ai trouvé que oui. Là, à l'époque, je vous avais appelé Dr Mailloux pour vous demander ce que vous en pensiez de la thérapie, puis vous m'aviez répondu contentez-vous de l'aimer. Puis j'y ai pensé. Tout en la stimulant un peu, par exemple. Pardon? Je vous ai sûrement dit de la stimuler un petit peu là. Non, vous m'aviez juste répondu ça. Contentez-vous de l'aimer. Ah oui. Oui. Puis là, j'y ai pensé 1, 2, 3 jours, là, puis je me suis dit non, moi c'est pas. Moi, j'ai compris juste que je devais juste l'accepter telle qu'elle est, là. Oui. Mais à l'époque, non, j'étais incapable de faire ça, là. Puis j'étais incapable là, ça ressemble plus à mes mots. L'accepter comme elle est, mais tout en sachant ce qu'elle est aussi. Pour faire attention, ce qui ne veut pas dire l'abandonner. OK. Donc accepter comme elle est, accepter son potentiel. Oui, là, ça commence à ressembler à mes mots. Est-ce qu'il faut aller à la pause? Oui, il faut aller à la pause. Bon, on va continuer un petit peu parce que c'est beau. Intéressant, ça. Parfait. On continue avec Francine. Juste replacer le sujet aujourd'hui. On dit comment on garde espoir quand on reçoit un diagnostic de maladie grave. OK? Et Francine, un enfant autiste, elle vous appelle. Elle vous a pas écouté, Pierre. C'est ça qu'elle a dit. Avant de finir. J'ai hâte de voir. Expliquez-vous, Francine. Alors, c'est ça. Alors, j'ai pas suivi ce conseil-là, malgré que je vous écoute souvent, puis je trouve que votre travail est bien valable, là, à vous deux. Mais j'ai pas suivi ce conseil-là parce que, en y passant 2-3 jours, je me suis dit, j'ai plus peur de l'inaction que de l'action. Puis je me suis dit, de toute façon, dans l'action, le pire qui peut arriver, c'est qu'elle évoluera pas. Fait que je me suis dit, dans le fond, c'est pas un gros risque, là. Je risque pas sa vie, puis je risque pas la mienne. Exact. Là. Alors, c'est ça. Fait que j'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis après ça, elle a été accompagnée pendant toute son primaire. Puis aujourd'hui, elle est dans une classe d'appui, comme on dit, là. Puis, c'est ça, jusqu'en 4e année, à peu près, elle était pas mal repliée sur son monde, mais il y avait toujours une éducatrice à côté d'elle pour la ramener dans la réalité. Puis, c'est en 4e année qu'elle a commencé à avoir, là, qu'elle a commencé à plus sortir, là, de son état, là, d'être repliée sur elle-même, puis d'être dans ses rêveries, puis d'être dans ses activités personnelles, là. Oui. Puis je vous écoute souvent, puis vous dites que vers l'âge de 6, 7, 8 ans, que ces gens-là peuvent s'améliorer beaucoup. Oui. En tout cas, je sais pas si c'est la thérapie ou l'évolution de... C'est l'évolution naturelle, faut être prudent. Le plafonnement se produit généralement vers 12-13 ans. Au niveau du langage, qu'est-ce que ça dit au niveau du langage, votre fille? Ben, à l'école, ils nous disent qu'ils sont très contents. Francine, oui. Qu'est-ce que j'ai posé comme question?
comment est-ce qu'elle évolue au niveau du langage. Et je veux votre opinion. Je me fous de ce que l'école vous dit. Ben, aujourd'hui, moi, je trouve que c'est satisfaisant parce que il y a quelques années, là, j'étais obligée de la questionner souvent pour essayer de savoir qu'est-ce qu'elle essayait de me dire. Oui. Puis là, aujourd'hui, sur pas mal de sujets, c'est assez cohérent, son affaire. Est-ce qu'elle est capable... J'ai quand même besoin d'y poser 2-3 questions. Est-ce qu'elle est capable de faire des phrases complètes? Oui. Elle fait des phrases complètes? Oui. Est-ce qu'elle utilise le je lorsqu'elle commence? Oui, d'après, elle utilise le je. Elle utilise le je, puis elle fait des phrases complètes? Oui. OK. Qu'est-ce que ça dit? Puis elle est capable d'émettre une phrase cohérente? Oui. Oui. Qu'est-ce Dans que ça les dit comme dernières années, pronostic, là, oui, Pierre? elle était capable. OK. Elle est capable. Ben oui, parce que le pronostic est relié à la capacité de langage. Donc, elle a beaucoup acquis. Plus un autiste va acquérir du langage, meilleur est le pronostic, évidemment. Donc, elle pourrait encore s'améliorer, même si elle a 13 ans. Là, à 13 ans, là, ça commence... Depuis 2 ans, qu'est-ce que ça dit, là? Depuis 1 an et demi, qu'est-ce que ça dit au niveau de sa capacité langagière? Ben, quand elle comprend pas, mettons, quand elle n'arrive pas à me faire comprendre ce qu'elle veut, là, oui. Je lui pose 3-4 questions. Puis si au bout de 3-4 questions, je comprends toujours pas, là, je lui dis, ben regarde, il va falloir que tu fasses un effort pour m'en dire un peu plus, parce que tu m'en dis pas assez. Okay. Puis là, ben, elle essaie de se concentrer pour me donner l'information pour que moi, je puisse avoir une vue cohérente de ce qu'elle dit. Francine, au niveau de la scolarisation, d'après vous, elle est scolarisée au niveau de quelle année? Quelle année, d'après vous, scolaire, elle aurait complété à l'heure actuelle? Ben, elle est en secondaire 1. Francine, concentrez-vous, là. Ben, d'après moi, au niveau 6e année, là, je pense qu'elle a acquis ça. Elle a complété une 6e année régulière? Oui. OK, c'est bon. Avec une éducatrice. Oui. Francine, je reprends ma question. Elle l'a complété son année. Ils lui ont donné son passage. En tout cas. Est-ce qu'elle peut lire, elle peut écrire, elle peut le soir, calculer? Avant de coucher, là, elle lit. OK, bon, ça elle lit des bandes dessinées. Elle est capable de lire des bandes dessinées? Oui. Est-ce qu'elle est capable de raconter ce qu'elle vient de lire? C'est ardu. Pour raconter, là, c'est ardu parce que pour moi, je comprends pas, je suis pas capable d'établir un fil tout le temps. Il faut que je lui pose des questions. Bon, OK. Fait que c'est pas si pire. Elle a fait un bout, hein? Oui. Mais elle est au niveau de l'autonomie, est-ce qu'elle est capable de sortir, d'aller dans les magasins, s'acheter quelque chose? Oui. Elle est juste un peu lente au niveau de l'organisation, là, dans le sens que, mettons, que pour prendre l'autobus. Son hygiène personnelle. Pardon? Son hygiène personnelle. Ça y prend encore, mettons, des aides, là, de dire, ben regarde, là, ça fait une semaine que tu t'es pas lavé, là. Faudrait peut-être que tu y ailles sous la douche, là. Bon. Puis elle va le faire. Si je lui demande, là, elle va le faire. Alors, elle a besoin d'une certaine surveillance. On comprend. Alors, elle a évolué, mais ça demeure une handicapée? Ben, elle a des lacunes. Oui. Est-ce que vous la considérez comme une personne handicapée? Moi, non. Je la considère pas comme une personne handicapée. Pourquoi pas? Elle est handicapée. Elle est vraiment handicapée. Oui. Ben oui. Francine, juste une petite question. Puis je veux pas être facétieux, là, je suis honnête quand je dis ça. Est-ce qu'il est possible? Vous avez mentionné tout à l'heure, juste avant la pause, que je vous avais dit de l'accepter comme elle est. Ça se peut, ça fait partie de mon langage. Est-ce qu'il est possible que je vous ai dit de l'accepter comme elle est, avec un gros handicap, et de la stimuler raisonnablement, sans abandonner vos autres enfants? Est-ce qu'il est possible que je vous ai dit quelque chose comme ça? Non, la conversation avait été assez courte à l'époque, en 96. Ça se peut. Mais Francine, vous avez cheminé quand même, puis vous êtes allé selon vos convictions. Puis c'est ça, Pierre. Tu sais, quand je dis elle ne vous a pas écouté, c'est pas pour baver personne, là, c'est parce que c'est correct. Elle prend des informations, puis elle a cheminé, puis pour elle était plus confortable dans l'action, puis elle est allée là-dedans, puis je dis... Aviez-vous d'autres enfants? Oui, j'ai une fille plus vieille qu'elle de 3 ans. Est-ce que le fait que vous ayez cet enfant-là qui souffre d'autisme, est-ce que vous avez négligé votre autre enfant? Ben, négligé, moi je dirais que non, mais elle m'a reproché d'avoir plus de soins pour sa sœur la plus jeune que elle, à un moment donné, oui. Elle vous l'a reproché?
Oui, Et croyez-vous que ce reproche-là était légitime? Ben, moi, je lui ai répondu. Je lui ai répondu que, puis je lui ai demandé son avis. Regarde, on peut pas élever deux enfants de la même façon. Elle avait quel âge lorsqu'elle vous a fait ce doux reproche? Elle avait 12 ans. Alors, son reproche était fort probablement légitime et j'espère que vous l'avez écouté et que vous l'écoutez encore. Alors, faut faire attention. Oui. Alors, pour répéter, c'est que face à un enfant qui est handicapé comme ça, il est important de l'accepter comme elle est, avec un gros handicap. Votre fille est définitivement handicapée. Ne pourra pas être comme sa sœur aînée, ça c'est assez évident à ce stade-ci. La stimulation raisonnable et surtout sans abandonner les autres enfants. Ça, c'est toujours à considérer, hein, Pierre, chaque fois. Allez. Merci, Francine. Bonne chance. Bye. Merci d'avoir appelé. On va tout de suite attendez un petit peu, on parle à Liliane. Bonjour, Liliane. Bonjour, Madame Ross. Bonjour, Dr. Mailloux. Bonjour, Liliane. Bonjour. J'ai raté le début de l'émission. Je crois que vous avez parlé de la publicité qu'on a vue à la télé sur une dame qui apprend qu'elle a le cancer. Oui, c'est ce que Janine a rapporté. Oui. OK. Quand j'ai vu cette publicité-là, moi, j'ai été opérée pour un cancer du rectum il y a 2 ans. Oui. Et quand j'ai vu cette publicité-là, la réflexion que j'ai eue, j'en ai parlé à ma fille, j'ai dit, c'est curieux parce que je la trouve tellement off, je la trouve tellement pas appropriée. Puis après ça, je dis, bon, je suis qui? Parce que moi, j'ai réagi d'une façon, ça veut pas dire que quelqu'un réagit. Vous êtes pas la seule, Liliane, ça a l'air, non. Et puis, ça dépend aussi comment ça nous est annoncé, peut-être, en tout cas. Mais pour ma part... ça fait partie de la culture de la tribu. Il arrive une petite épreuve, vous êtes supposé vous écrouler. OK. Gang de... Ouais. Moi, ça n'a pas été comme ça. Ça n'a pas été comme ça, probablement. Merci de le dire. Allez-y. Pour plusieurs raisons. Quand j'ai... 2 jours avant d'apprendre que j'avais le cancer, j'avais dit que ça allait être mon année chanceuse. Je suis un modèle 49, janvier 49. Je viens d'avoir 55 ans et j'ai dit ça va être une belle année. Arrête dedans, vous êtes un modèle 49. Un modèle 49. Un bon janvier modèle. 49 en plus. Oui. C'est un bon modèle, ça, Pierre? C'est la même ligne, comment, chaîne de production? Oui. Hey, même modèle, quelle région? Non, pas même région du tout. Rive-sud de Montréal. Oui. Donc, c'est ça. J'ai appris que j'avais... en fait, j'ai passé une colonoscopie. Oui. Et puis, la gastroentérologue est venue me voir après l'examen. Il y a des façons de procéder probablement à chaque endroit, mais elle, sa façon de procéder, elle fait l'examen, on se réveille un peu, on s'habille, puis ensuite on va s'asseoir dans un bureau, elle vient nous voir, puis elle nous donne comme un rapport, dans le fond. Qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle va faire, bon. Et puis sur le papier qui était à l'envers sur le bureau, j'ai vu ADK. Et je suis du milieu hospitalier, donc je savais que c'était adénocarcinome. Alors, tout de suite, là, j'avais une bonne idée de ce qui allait se passer. Elle m'a parlé, elle m'a dit, dans 2 jours, je vais vous appeler, je vais vous confirmer de quoi il s'agit. C'est possible que je puisse vous enlever la tumeur par colonoscopie ou peut-être que ce sera une chirurgie abdominale. 2 jours plus tard, elle m'a appelé, elle m'a dit, ce sera une chirurgie abdominale. Oui. Alors, je suis allée là-dedans. La seule chose que j'ai faite peut-être de différent de plusieurs personnes, c'est que je n'en ai pas parlé. Vous avez vécu ça sans parler non, aucun de j'en vos ai parlé proches? à mon mari. Mon mari était avec moi au moment de l'examen. Oui. J'en ai parlé à ma fille et à mon fils. Et j'en ai parlé à ma belle-sœur qui, parce que c'était mon anniversaire, m'invitait pour mon anniversaire. Alors, avant d'aller chez elle le soir... Là, pour quelqu'un qui en a pas parlé, là, vous avez fait un tour du village? Non, pas du tout. Mes 2 enfants, mon mari... Mais oui, mais c'est ça. Vous en avez parlé à votre entourage, à vos proches. Immédiat. Vous n'avez pas publié ça dans le journal, mais le mari, la fille, le fils, la fille, la belle-sœur, ben, c'est assez là. C'est ça. C'est ce que j'étais capable de faire. Vous avez été bavarde. J'ai été bavarde. Moi, je me trouvais discrète. Oui. Ah, voyez-vous, c'est relatif, les choses. Exactement. Mais vous l'avez dit à plusieurs. OK, continuez. J'ai été opérée. Le lendemain de mon opération, j'ai dit à ma fille, tu vas appeler mes frères, tu vas leur dire que je suis à l'hôpital. Oui. Ils sont venus me voir. Ils ont tous eu la figure bien longue parce que, très grande surprise. Oui. Vous aviez... Oui. Ça s'est fait vite, hein? Attendez un peu. Ça s'est fait il y a combien d'années? 2 ans. Il y a 2 ans. OK, oui. Continuez. Alors, quand ils sont arrivés à l'hôpital, j'étais déjà prête. J'avais, en ma possession, le papier pour qu'ils aillent, eux aussi, passer une colonoscopie. OK, en raison de l'hérédité. Parce que c'est ça, justement. Mon père était décédé de ça, bon, peu importe. Alors, ils sont arrivés, ils ont su ce qui se passait, puis là, ils ont eu le papier, puis c'était comme, bon, maintenant, c'est à toi à faire ton bout. Faut que tu ailles te faire examiner le derrière. Exact. Et j'ai 3 frères, ils sont allés tous les 3 dans les 4 mois qui ont suivi. Oui.
Mais je n'en ai pas parlé. Eux, ils savaient. Donc, mes frères... Ah oui, parce que, écoutez, attendez un peu, on a oublié quelque chose, là. On présume que tout le monde sait qu'est-ce que c'est qu'une colonoscopie. C'est se faire rentrer un tube dans le rectum, dans le derrière. Oui, un examen du gros intestin. Oui. Par le rectum pour se rendre jusqu'au bout, jusqu'à près de l'appendice. Alors, il y a une préparation. C'est pas si pire, hein? C'est pas si pire comme examen? C'est un examen qui se fait quand même relativement bien. Oui. On donne des médicaments qui font que on est quand même assez confortable, je dirais. Bon, c'est bien de le dire, ça. On ne se souvient de rien. Puis aujourd'hui... C'est le fameux Versed qui nous est donné. Oui. Oui. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Versed. Et... Oui. Qui c'est qui a utilisé ça pour mesurer des pissettes? Un pédiatre. Un pédiatre à Drummondville. À Drummondville, le pédiatre Lucier, le Versed. Oui. Alors, attendez, Liliane. Oui. On met ça à pause, là. Oui. Et on revient. C'est intéressant. Oui. Hey, modèle 49. Eh bien, oui. Alors, attendez. On va faire une petite pause. Liliane, faut qu'on fasse une petite pause. On vous revient. Alors, on parlait à Liane, on continue de parler à Liane qui nous explique là, comment elle s'est sortie de son c'est ça. Alors, de son opération puis de l'annonce. 2 jours après, vous étiez sur la table d'opération. Ça a été très rapide. Non, pas 2 jours après. Non. Il y a eu 3 semaines. 3 semaines. C'est rapide, pareil. Le premier cercle, ça a été les premiers immédiats, ma famille immédiate. Le deuxième cercle, mes frères, donc belle-sœur et neveu et nièce qui sont venus me voir à l'hôpital, qui m'appelaient à l'occasion, mais qui étaient très respectueux du rythme. Troisième cercle, mes cousins et cousines. Et c'est là que l'effondrement a commencé à se faire. Là, les gens étaient comme, oh, c'est terrible, c'est épouvantable. Puis là, pourquoi tu ne l'as pas dit? Les gens, s'il vous plaît, précisez le sexe. Surtout cousine. Et merci, madame. Oui. L'effondrement a un sexe au Québec. Il est féminin. Pourquoi tu ne l'as pas dit avant? On aurait pu aller te voir à l'hôpital. J'avais pas le goût de voir du monde à l'hôpital. Non. Alors, l'hypocrisie féminine oblige. Mais, dans les 2 cousines, une m'a dit, bon, je comprends, t'as bien fait. Mais l'autre m'a dit, oh, j'aurais aimé ça le savoir, ça va, bon, tout ça. Mais quelques mois plus tard, elle m'a dit, je comprends mieux maintenant. Elle dit, pourquoi tu as fait cette démarche-là? Elle dit, je respecte ça. Mais elle dit, sur le coup, elle dit, j'ai été blessée. Bon, c'est son problème. Écoutez la blessure de la bonne femme québécoise. Mais attendez, parce que là, allez-y. Ça fait 2 ans et ma belle-mère n'est toujours pas au courant. Elle ne sait toujours pas que j'ai été opérée pour le cancer. Mais c'est correct. Et elle ne le saura pas tant que j'aurai pas 5 ans de fête. Oui. Parce que vous avez peur qu'elle se réjouisse? Oui. Mais de 2, je voulais... Maudit Mayou qui est pas fin. Il est pas fin. Se réjouir, ça, c'est bien correct. Elle a le droit si elle veut. Mais m'appeler à tous les jours pour me demander comment ça va, ça, j'étais pas capable. Ah non. Elle est comme ça? Oui. Bon, elle lâche pas, là. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui la maladie donne un statut. Oui. Oui, tu deviens intéressant parce que tu es malade, c'est ça? Il y a un paquet de femmes. OK. Mais pour au Québec, ça fait partie de notre culture. Plus qu'un spécialiste, c'est encore mieux. Puis de même pouvoir Écoute, elle va passer 6 heures par jour à appeler tout le monde et à se lamenter. Écoute, c'est la culture de la tribu qui veut ça. Hey, une femme qui finalement est malade, ça y donne-tu tout qu'un statut de géniarde? Donc, vous avez pas voulu ce statut-là, Liliane. Le statut, j'avais aucune crainte, j'allais pas l'attraper. Non. Mais je voulais surtout pas avoir à expliquer, à justifier, à donner à dire pourquoi je suis pas bien, pourquoi je fais une sieste, pourquoi je suis couchée, pourquoi je sors pas, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais pas ça. Oui. Il n'était pas question. Alors, elle ne le sait toujours pas. Ouais. Et ça a bien remonté. Vous êtes en forme aujourd'hui? Après 2 ans? Relativement en forme. En fait, ce qui est l'aspect cancer, ça a été bien géré, bien réglé, mais j'ai des problèmes, une fistule, infection, antibiotiques, par-dessus antibiotiques, là, j'entreprends probablement 6 mois, ce qui est pas évident, là, parce que ça amène des diarrhées importantes, des choses qui sont plates, mais pour ce qui est de l'aspect cancer, ça, c'est réglé. Mais effectivement, je suis allée en cercle puis dès le départ, c'était clair dans ma tête que j'allais pas le dire à tout le monde parce que je voulais pas avoir à recevoir des appels, puis que mon mari soit obligé d'expliquer, aujourd'hui, ça va mieux, puis demain, puis après-demain, puis c'est quand qu'elle passe son médecin. On pourrait peut-être en profiter. On va faire de l'éducation féminine cet après-midi, Liliane. Oui. Comment vous aimeriez que les bonnes femmes se comportent dans votre famille, dans votre entourage, là?
Qu'est-ce que vous attendez? Comment vous voulez qu'elle se comporte? Allez-y, énumérez ça. En fait, on devrait jamais... Alors, qu'est-ce que vous aimeriez? Peu importe les autres, pas on, je. Ben, moi, en tout cas, moi, face aux autres, si je sais pas ce que c'est, je peux pas dire je te comprends. Puis il y en a qui disent je te comprends donc, je te comprends. Alors, vous aimez pas ça, l'empathie féminine, ça vous fait suer. Correct. C'est parce que... Elle n'est pas toujours nécessaire. C'est pas parce que j'ai connu ma belle-mère qui a connu quelqu'un qui est décédé du cancer puis qui s'est rendu aux soins palliatifs. Le fait d'avoir une connaissance qui a passé à travers ça veut pas dire qu'elle sait ce que c'est. Non. Mais elle prétend savoir ce que c'est. Mais écoute, là, c'est pour ça que je vous dis on fait de l'éducation féminine après-midi. Parce que la bonne femme québécoise, écoutez, elle est vestie d'informations et de connaissances à sa naissance. Eh bien, fréquemment. Pas toutes, là, mais fréquemment. Donc, c'est un bon point. C'est un bon point qui est soulevé ici, puis ça peut faire réfléchir certaines personnes. Oui, alors la bonne femme québécoise, là, quand tu le sais pas, ferme donc ta gueule. C'est ça que vous voulez dire? Oui. Quand on sait pas ce que c'est, on se dit, je sais pas. Ferme ta gueule, on va t'apprécier plus. Ben oui. Continuez. D'autres points? Pas grand-chose. La fréquence des appels. Oui, il y a plusieurs points. La fréquence des appels. La fréquence des appels. À quelle fréquence vous aimez ça, vous? Pas plus qu'une fois par semaine, même pas. Bon, alors les grands gueules, s'il vous plaît, une fois, vous avez compris, là, une fois par semaine, elle en a plein le casse, là, Liliane. Parce que ça reviendra pas tout de suite, là. C'est pas magique, là, cette affaire-là. Ça prend du temps. Moi, j'ai été très chanceuse. Je n'ai eu ni radiothérapie, ni chimiothérapie. J'ai été prise juste après. Bon, maintenant, autre point. Lors des appels téléphoniques, les confidences, là, comment, oui, toi, t'as ça, mais moi, je connais quelqu'un, puis j'ai eu pire que toi. Comment vous trouvez ça, vous faire dire ça? Ben, je me suis pas fait dire ça parce que j'ai été assez prudente de ne pas en parler à ceux qui étaient comme ça. Bon. C'est pour ça que ça a bien été enlevé. Vous vous êtes prémunis de cette façon-là. Alors, pourquoi vous vous êtes prémunis contre ça? Qu'est-ce qui vous dérange là-dedans? Tu sais, une grande gueule qui appelle, puis elle n'en finit plus, là. Ben, parce qu'il y a beaucoup d'énergie de diriger au mauvais endroit. C'est-à-dire, expliquez-vous, beaucoup d'énergie. Quand on a 2 onces d'énergie, on en a besoin pour se lever, se laver, puis manger. Et non pas écouter une maudite lamenteuse qui est en santé. Ben, écouter, c'est pas la pire partie. C'est répondre aux questions. C'est épuisant. Alors vous, Liliane, les questionnaires des lamenteuses, vous aimez pas ça? Ben, c'est ça. Alors vous déplorez l'attitude inquisitrice de plusieurs bonnes femmes québécoises. C'est une once d'énergie. T'es malade, là. Expliquer puis réexpliquer, c'est bon. ça. Vous savez, vous rendez service à beaucoup de monde cet après-midi parce que vous confrontez toute une série de bonnes femmes avec leurs travers culturels, leurs attitudes inacceptables. Et ces maudites-là, il y a personne pour le dire. Comprenez-vous? Ils sont mal éduqués, puis on n'est pas capable de les éduquer, si ce n'est via des personnes comme vous. Un énorme merci. Merci, Liliane. Québec. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Alors, comment garder l'espoir quand on reçoit un mauvais diagnostic, grosse maladie et tout ça? Alors, on a plusieurs témoignages et beaucoup d'appels. Pierre, on parle à Sylvie. Bonjour, Sylvie. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour, Sylvie. Moi, j'appelle cet après-midi pour vous dire un petit peu ma petite histoire à moi. Oui. J'ai un garçon de 10 ans aujourd'hui qui, à l'âge de 3 ans et demi, a eu un rétinoblastome, qui est un cancer de la rétine de l'œil. Par la suite, je vais vous faire une petite histoire brève pour pas prendre trop de temps non plus, mais à 6 ans, ce même type de cancer-là a fait un ostéosarcome à sa jambe gauche. Oh là là! Ça l'avait attaqué le fémur. On devait faire une greffe du fémur, mais ça s'est pas fait. On a dû avoir l'amputation de sa jambe gauche. À quelle hauteur? Ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il n'y a pas l'articulation du genou, mais ils ont gardé la rotule pour faire un appui. Vous savez, c'était comme dans le fémur. Oui. Là, ils ont comme rattaché la rotule en dessous pour que ça puisse lui faire un appui. C'est plus solide. C'est ça. Oui. Parce que la rotule, tout était beau. Fait qu'ils ont gardé la rotule. Ça a-tu marché? Pardon? Est-ce que ça valut la peine? Oui, ça valait la peine parce qu'il peut marcher à genoux plus facilement que
ça serait juste avec le muscle. Là. Oui. Ah, l'os. Oui, Ah, ouais. Ouais, En tout cas, continuez. C'est intéressant. On apprend des choses. Des orthopédistes qui sont bons. Ils sont rock'n'roll. Oui. Oui, j'ai trouvé ça aussi en ce moment-là. Oui. Mais aujourd'hui, je peux dire que bon, il porte une prothèse, mais s'il veut être à la piscine ou il peut être à genoux aussi, fait que c'est plus facile pour lui pour marcher. Là. Alors, il peut se mettre à genoux puis s'appuyer sur son mognon. Oui. Ah ben. Oui. Allez-y. À cause de la rotule. À cause de la rotule. C'est ça. Eh bien. Par la suite, un autre... C'est génial comme idée. J'aurais jamais pensé à ça. Ça fait un coussin, un coussin plus rigide. Ben oui, ça fait un coussin naturel. C'est ça, c'est plus... c'est une moyenne patente. Il peut rester plus longtemps aussi. Oui. Dans sa prothèse, tout ça. Uh-huh. Un an après l'amputation, on a fait les traitements, je dis toujours là, mais il a subi les traitements de chimiothérapie, la chirurgie, tout ça, qui a duré 9 mois de temps. Oui. C'est quand même assez dur pour lui au niveau médicaments qu'il a reçus. C'est-à-dire, expliquez-vous, assez dur, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, les médicaments de chimio comme méthotrexate, tout ça, c'était très... il était toujours neutropénique, ça le rendait son système... non, laissez faire les grands termes, là, concrètement, qu'observiez-vous comme mère? La neutropénie, ça fait pas mal. Par contre, s'il y a des effets secondaires désagréables, mentionnez-les. OK. Désagréables, les vomissements, on peut quand même les contrôler avec certains médicaments. Qu'est-ce que vous avez? Y en a-tu eu des vomissements, ça n'en a pas eu? Oui, il y en a eu. Souvent, beaucoup. Mais pas à l'extrême comme on peut voir, là. Laissez faire les autres, vous le savez pas. Dites-nous. Ce que j'aime dans notre tribune, nous autres, les personnes peuvent témoigner de ce qu'elles ont vu et non pas de ce dont elles ont entendu parler. Moi, de ce que j'ai vu de mon fils, oui. Non, pas beaucoup. Bon, peu de vomissements. Merci de le dire. Petit effet, donc. Pas beaucoup, non. Et lui, qu'est-ce qu'il disait? Est-ce qu'il se plaignait d'être fatigué? Non. Pas du tout. Là, pas du tout. Pas du tout. Je veux dire, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Moi, ce que j'ai trouvé le pire là-dedans... Oui, allez-y. Surtout quand, n'importe qui, c'est la vie, qui se trouve à changer. Là, on est à l'hôpital, tout ça. Fait que c'est ça qui est plus souffrant, je pense, d'être éloigné de ses amis. Pour l'enfant ou pour l'enfant? Oui. C'est pour votre garçon, ça. Il souffrait plus de ça que de tous les effets secondaires qu'il aurait pu avoir. Oui, puis moi, ce que je voyais aussi, c'est que la vie qu'on vit régulièrement, là, est comme tassée, là, est en veille. Mais est-ce que lui s'en plaignait? Lui, il s'en plaignait je pourrais vous dire qu'il s'en plaignait du sens qu'il avait hâte de retrouver ses amis. OK. De retourner à l'école. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? C'est là que... Mais ça, c'est depuis le début. Moi, en tout cas, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est j'ai tout arrêté. De toute façon, on n'avait pas envie vraiment d'aller au travail. Là. On était consacrés à lui. Oui. Est-ce que ça veut dire vous ou le père aussi? Moi, en majorité. Bon, dites-le. Dites pas on dans ce temps-là. Dites je. Bon, j'ai pris l'initiative. On va habituellement à témoigner en ondes. Je pense que il y a vraiment quelque chose. Le monde ne savent pas témoigner de leur expérience personnelle. Je suis renversé. C'est pour tout minimiser. mêlé, c'est pêle-mêle, c'est n'importe quoi. Moi, quand je dis on, c'est que je me considère là-dedans, mais aussi, il y a quand même des membres de la famille. Oui, mais c'est lequel qui n'est pas allé au travail? C'est vous qui avez cessé? C'est ça. Bon. Mais on minimise. Peut-être qu'il y a une tentative de minimiser l'impact qu'on a eu sur... Hey, Pierre, on va être obligé de garder Sylvie, là. OK. On fait ça? Oui. On passe toutes les pauses aujourd'hui. Non, mais c'est pas grave. C'est parce que les personnes vont s'habituer à témoigner de leur expérience en s'impliquant et en parlant d'elle. Et non pas de ce qu'ils ont entendu parler. C'est ce qui est le plus intéressant de toute façon. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut à notre tribune. On va les éduquer. OK, alors Sylvie, on continue de parler à Sylvie, dont le petit bonhomme a eu un gros cancer, là. Oui. Alors, c'est ça, j'ai décidé d'arrêter de travailler. Oui. Et de toute façon, ma place était là pour vraiment l'encourager là-dedans, puis de tout mettre en œuvre pour garder l'espoir. Oui. Moi, ce que je voulais dire, c'est que souvent, des fois, quand on apprend une nouvelle comme ça, c'est très, très assommant, c'est certain. Puis en même temps, les gens sont portés tout le temps à regarder le négatif. Sylvie, vous avez pas les gens autour de moi, c'est ça que je veux dire, les gens autour de nous, ils vont nous dire ah mon Dieu, puis ci, puis ça. Mon Dieu est là-dedans, évidemment. C'est sûr, là, il y en a. Alors, les bonnes femmes qui vous entourent, ils ont le bon Dieu facile.
Ben, les bonnes femmes, les gens autour, si c'est pas le bon Dieu, c'est qu'est-ce que tu vas faire, comment va être ta vie, puis j'en ai eu souvent des commentaires comme ça au début. On s'inquiète de votre vie à vous. Oui, parce que c'est mon enfant. Oui. Est-ce qu'on s'inquiète de vous ou si on vous démobilise? Ben moi, je dirais qu'on me démobilise. Merci, madame. Ouais. Les grandes gueules sales, là, écoutez Sylvie cet après-midi. C'est vraiment... parce que sur apprenez le coup, à vous former la gueule. On n'a pas appris aux femmes au Québec à se taire quand c'est le temps. Ben, c'est ça. C'est moi, en tout cas, en tant que mère, donnez-le une ronde. J'avais envie de garder quand même les plaisirs de la vie pour mon fils, en même temps pour moi. Fait que c'est sûr que quand on est en contact avec d'autres, on n'a pas vraiment envie de se faire dire je sais pas comment tu fais, puis comment tu... Alors vous, ce n'était pas supportant, ce genre d'idiotie-là? Non, puis des fois, ça peut être des étrangers, hein. Ça peut être des gens que je côtoyais, dans une école ou quoi que ce soit. Quand mon fils avait terminé les traitements de chimio, c'est sûr qu'on commençait l'école, tout ça. Oui. C'est ça qui était un peu plus affaibli, et apprendre à marcher avec une prothèse, tout ça. Oui. Mais on gardait le positif pour essayer d'arriver quand même à une vie agréable, puis de pas se faire envahir par le cancer. C'est sûr que c'est difficile à vivre, mais en même temps, moi, je voulais pas tomber dans le trou. Il fallait qu'on continue. Exactement. Vous ne vouliez pas vous effondrer. Non. Merci. Non, pour mon fils en premier, puis pour moi, parce que moi, il fallait que je garde mon énergie aussi. Exact. Pour continuer. Et mais c'est toute une mission. Alors, les commentaires désagréables, ça vous faisait suer? Oui. Au début, je me disais, peut-être que cette personne-là, elle n'a pas capacité de comprendre ce que moi, j'avais besoin. Mais à un moment donné, ça me fait du bien, je vais vous dire. Il y avait une dame que je connaissais pas, puis elle m'a vu prendre mon fils dans mes bras parce qu'il était fatigué pour le descendre dans les escaliers. Puis je l'ai pris, puis on y va, on va se rendre au point où on doit aller. Puis là, elle m'a regardé, puis elle m'a dit, comment vous faites? Puis là, ça m'a tellement fait mal, comme si c'était dramatique, on s'entend, là. C'était La dramatisation de l'hystérique québécoise. Ça a eu quoi comme effet sur vous? Ça vous a fait mal, dites-vous? Ben, ça m'a j'en ai eu comme, ça va faire, là. On fait pas pitié, on vit notre vie comme on la vit là. Ça y aurait pas tenté de vous aider un peu à supporter votre garçon? Peut-être. Voilà. Alors, ça, Pierre, vous soulevez quelque chose. Est-ce que je peux te donner un coup de main? Oui, au lieu de rester retiré, puis de regarder comme si on était... Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour t'aider? Ça aurait été le fun. C'est se faire offrir de l'aide. C'est tout le temps bienvenu, quand on en a besoin. Oui, ça fait du bien. Mais moi, ce que j'ai répondu, après ça, je me suis dit, ouf, il fallait que ça le sorte, que je le sorte une fois, pour que après que ça me parle du pied par-dessus la tête. Là. Moi, je lui ai répondu, voulez-vous vraiment savoir ce que je fais? Parce qu'elle disait, comment tu fais? Mais je vais vous dire qu'est-ce que je fais. J'essaie d'éviter de parler à des gens comme vous. Parce que ça m'aide pas, là. Merci. Vlan dans les dents, grande gueule sale. Mais si on prend la position de l'autre, je vous dis, Sylvie et Janine, on va finir par éduquer les femmes au Québec. J'en suis convaincu. Mais elles ne savent pas vivre en société, on va les éduquer. Mais il y a un point, là. Je sais pas, Sylvie, ce que vous allez penser de ça, mais ces gens-là qui passent des commentaires, est-ce que dans le fond, eux n'auraient pas le courage, ne se sentent pas le courage? Puis c'est comme leur plaquer en plein visage qu'il y a des gens courageux, beaucoup plus qu'eux. Ça se peut-tu? Après ça, c'est là que j'ai fait ma compréhension, puis je me suis dit, cette personne-là est limitée, mais sans non plus me sentir... Non, elle n'est pas limitée, elle est mal éduquée. C'est une femme mal éduquée, comme beaucoup de femmes au Québec. C'est un manque d'éducation élémentaire, Sylvie. Ah ouais. C'est qu'on a cru qu'on n'avait pas besoin d'éduquer les fillettes. Elles étaient porteuses naturelles de vertu et d'éducation, alors que c'est pas le cas. Et ça fait un paquet de maudites grandes gueules désagréables. Il n'y a personne qui leur dit. Oui, c'est ça, c'est une mauvaise curiosité. C'est pas quelque chose de simple. Au lieu de fermer sa gueule puis d'offrir son aide. C'est ça. Fait que je pense que quand on veut garder l'espoir, je voulais vous dire ça, c'est comme de centrer vraiment sur tous les autres plaisirs de la vie qu'on a. Oui. Ça veut pas dire de pas s'ouvrir les yeux à ce qu'on vit, mais aujourd'hui, ma récompense, c'est quand que je vois mon fils qui a 10 ans maintenant, puis qui est très bien équilibré, que pas, en tout cas, je le dis sincèrement, là, pas parce que, mais à l'école, ça, il y a des amis, puis il apprécie la vie, puis même dans ses paroles, des fois, comme c'est la semaine passée, nos examens sont plus prolongés maintenant, les suivis, puis je disais, est-ce que t'es confortable, telle date, on va aller à l'hôpital passer les examens, blablabla.
Puis là, il me dit, ben oui, maman, on est rendu là. Maintenant, là, moi, je suis rendu là. Mes suivis sont moins fréquents, puis... il développe une sagesse. Alors, l'exemple du courage. Oui, c'est absolument... L'exemple, vous lui avez donné l'exemple du courage. Je me suis dit, peut-être en éloignant, en gardant toujours les plaisirs de la vie. Yes! Puis en éloignant les grands gueules sales démobilisantes. C'est ça. Puis en amenant les amis à la maison. Non, mais c'est bon en maudit. La leçon que vous avez servie à l'espèce de morpionne. Ouais, je suis... Dites, comment je fais? J'évite de parler à des personnes comme toi. Ben oui, parce que dans le fond, c'est comme la dame disait au début. Vous êtes divine, Sylvie. Ils viennent prendre l'énergie qu'on a besoin pour autre chose. Des maudites têteuses, rabat-joie, matriarches à la con. C'est ça. Alors, Sylvie, un gros merci. Le système est en train de changer grâce à des personnes comme vous. Merci à vous, puis je vais dire je maintenant. Bonne idée. Yes. Merci. Bonne idée, comme ça, vous allez pouvoir mesurer la part de tout ce que vous avez. C'est une mission, Pierre, puis ça peut être très valorisant. Yes. OK, on va en faire de l'éducation populaire. On parle à Annie. Bonjour, Annie. Bonjour. Bonjour, Annie. Moi, j'ai reçu une greffe cardiaque l'été passé. Oui. Je peux vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Allez-y. C'est à 7 mois de grossesse. J'ai eu une cardiomyopathie qui s'est développée. Oui. C'est ça, fait que j'ai fallu... Alors, une cardiomyopathie, pour ceux qui écoutent, c'est une inflammation du muscle du cœur. Alors, le cœur s'est mis à pas bien aller. Hein? C'est ça. Puis là, étant donné qu'on était 3 avec les jumelles, pendant la grossesse, ça, c'était des jumelles. Oui. J'ai été hospitalisée 8 semaines à l'hôpital. C'est ce que j'ai trouvé, dans le fond, difficile. Pas la nouvelle en tant que telle, dans le fond, d'avoir cette maladie-là. C'est vraiment d'être hospitalisée. Oui. J'avais un garçon de 4 ans à la maison. Oh. C'est ce qui a été difficile. Oui. Plus que la maladie. Plus que la maladie, c'est ça. Ça a comme passé. Tout était beau. Finalement, ils m'ont accouché à 38 semaines. Les filles, tout allait bien. Je suis ressortie à la maison. Pendant 2 ans, ça a été comme 50-50. C'était pas la grosse forme. Là, ils ont décidé, dans le fond, de passer d'autres examens. Puis là, c'est là qu'ils ont évalué qu'il a fallu que je sois en liste d'attente pour une greffe. C'est ça. Fait que ça, ce qui a été difficile, dans le fond, ça. Puis j'étais sur une liste qui a été très longue, étant donné que j'avais des anticorps. Ils savaient pas quoi faire avec moi. J'étais comme une première au Québec. Là. C'est tout ce qu'ils faisaient pour moi, il n'y a rien qui fonctionnait. Ouais. Fait qu'il y a un médecin qui a accepté de me donner des traitements, qui a été 4 jours semaine pendant 1 mois et demi. Fait que c'est ça qui a fait que j'ai pu recevoir un cœur l'été passé. Là. Oui. C'est ça. Puis comme tel, dans le fond, c'est les gens qui nous entourent. Ça s'est super bien passé, là. Sauf que c'est en tout cas, plus dans le milieu hospitalier, je trouve que les gens sont moins sensibles à ça. Ah, vous surtout l'âge que j'avais, c'était comme t'es ben trop jeune, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui va arriver avec les bébés? Ça les... Bon, ils s'inquiétaient pour ça. Attendez un peu. Je veux bien vous comprendre. Vous avez quel âge, Annie? 29 ans. Vous avez 29. Et qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Il y a des commentaires désobligeants qui venaient de la part du personnel? Oui, du personnel hospitalier. Du personnel féminin, évidemment, quasi exclusivement. Pierre, vous dites désobligeants. Est-ce que c'était des commentaires décourageants? Oui, oui. Ben là, je voulais pas trop en mettre, là. Mais c'est décourageant. Et ça venait de bonnes femmes, encore une fois. Ouais, ben, il y a pas on va-tu réussir à leur faire fermer le clapet quand c'est le temps, ces bonnes femmes-là? Oui, surtout, c'était quand ils m'ont installé, j'ai eu un pacemaker en septembre avant, dans le fond, la greffe, là. Oui. Fait qu'ils ont décidé ça. Fait que c'était surtout dans ce temps-là, parce qu'ils disaient, ceux qui venaient de passer les prises de sang le matin, là, pour l'évaluation de tout ça, puis ils disaient, ben, t'es ben trop jeune, ça n'a pas de bon sens. Un cœur, c'est bon 20 ans, tu vas en avoir 3 dans ta vie. Ça, c'est des remarques comme ça. Ah, vraiment. C'est déjà quelque chose de ce que vous traversiez, il fallait pas en rajouter. Annie. Oui. J'ai un problème. On va faire quoi avec cette race-là? Ben là, je sais pas. C'est ça. Moi, je retourne maintenant. C'est sûr que pendant que j'étais là, tu sais, j'osais pas parler. Je suis comme sur le système de défense, dans le fond, mais en même temps, j'osais pas parler parce que j'étais pas en forme. J'avais besoin d'eux, dans le fond. Je comprends. Oui. C'est ça. Mais après, maintenant que j'y retourne, que je revois ces personnes-là, ben c'est là que je vais être portée à leur dire, mais je sais pas quoi leur dire pour qu'ils arrêtent de dire ça à d'autres gens. Non, vous savez, ne leur dites rien. Savez-vous pourquoi? Parce que ce sont des femmes. Et si jamais vous avez besoin d'elles, les maudites pourraient exercer des représailles. Vous êtes un peu comme un enfant qui va en maternelle. On est obligé de se taire parce que c'est vous qui risquez de payer à un moment donné puis de passer pour une détestable. Oui, j'avoue. Vous savez, la femme québécoise est à faire attention quand on en a besoin. Ça peut s'expliquer, Pierre. Il me semble qu'à un moment donné, tu dis, ça a eu cet effet-là. Non, je regrette, Janine, là-dessus. Si tu y vas pas agressivement. Je vous décourage, je vous incite à ne pas dire un mot à ces bonnes femmes-là.
Parce qu'elles offrent des services. C'est trop dangereux, vous allez avoir besoin de ce monde-là, puis le mot se passe vite, c'est un très petit milieu, puis après ça, vous avez des moins bons soins. Ça devient un patient détestable, puis non désiré. Exactement. Bon, dans ce temps-là, on va alors, vous appelez incognito à notre tribune, vous le dénoncez, ça c'est beaucoup mieux, pour ne pas qu'il y ait de représailles à votre égard. Ouais, puisqu'elle risque d'avoir besoin encore, là. Oui. C'est ça. Non, c'est ça. En tout cas, au moins, tout va bien. Ma santé va vraiment bien. Oui. Les enfants, les filles sont rendus presque à 3 ans. Mon garçon, 7 ans, tout va bien, là. Dans le fond, c'est ça. Ça, c'est pas la maladie comme telle, c'est vraiment, là, tout l'entourage, surtout. Oui, les amis elles ont les femmes qui, les intervenantes, là. C'est ça. Personnel a manqué une belle chance de fermer sa grande trappe. C'est ça, à plusieurs reprises, pas juste une fois, là. Vous savez, Annie, on nous parle, on nous rabat. Et pendant mon cours de médecine, on a introduit des femmes en médecine en disant, plus de femmes en médecine, en disant que elles s'avéreraient plus empathiques que les hommes. Mon œil, 25 fois. Mais plus maladroite que les hommes, oui. Parce que ça se plus empathique, jamais. Ça se veut de l'empathie, des commentaires comme ça. C'est idiot! Mais oui. L'idiotie n'a rien à voir avec l'empathie. Pas besoin d'entendre ça. Hey! T'es là. C'est sûr que sur un lit d'hôpital, Annie, vous le savez très bien, pour l'avoir vraiment vécu, on est vulnérable. Et tout ce qu'on veut, c'est d'être bien entouré. Les idioties de bonnes femmes, on ne veut pas en entendre. C'est pas nécessaire. Mais non seulement c'est pas nécessaire, ça peut être grugeur d'énergie et démobilisant, puis dans certains cas, décourageant. C'est ça, mais peut-être parce que moi, dans le fond, j'étais tellement positive, peut-être pour une personne qui aurait été, dans le fond, peut-être en moins bon état d'esprit que moi, ça aurait été peut-être plus difficile. Exact. C'est ça à quoi je pensais. C'est parce que, dans le fond, tu entends des commentaires comme ça, puis tu te dis, bon, mais moi, je vais me débrouiller au jour le jour, là. Je vais me débrouiller. Oui, mais sur un lit d'hôpital, là, c'est qu'on est très vulnérable aux idioties féminines. Alors, s'il vous plaît, mesdames, fermez donc vos maudites gueules lorsque vous êtes près d'un patient. Merci si vous beaucoup. savez pas quoi dire, accrochez-la. Bye, Annie. Merci. Bye, bye. Alors, comment on garde espoir quand on reçoit un diagnostic de maladie grave? 790-0224, 1-800-667-5241. On parle immédiatement à Dominique. Bonjour, Dominique. Bonjour, Janine. Bonjour, Dr. Maillot. Bonjour, Dominique. Moi, j'ai eu mon verdict, j'ai eu un cancer du sein. En 2004, en octobre 2004, qu'on m'a annoncé cet épisode-là. Et quand on m'a annoncé ça, je suis une personne qui est tellement transparente que c'est un peu comme l'annonce qu'on voit à la télé. Moi, ça a été l'effondrement. J'étais avec mon conjoint quand ils me l'ont annoncé. Et mais ce qui s'est passé dans ma tête très rapidement, c'était toute la chronologie, parce que moi, je connaissais pas ça vraiment, le cancer. J'avais 43 ans quand on m'a annoncé ça. Puis, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce que je travaille encore, qu'est-ce qui va arriver. Et puis, ça paraissait tellement dans mon visage, puis avec mon conjoint, qu'ils m'ont référé tout de suite à un psychologue, me disant que dans une semaine et demie, il commençait mes traitements. Alors, je me ramasse dans le bureau du psychologue, mais moi, je voulais juste connaître la chronologie. Bon, est-ce que je vais recommencer à retravailler? Vous faites bien d'appeler. On est rendu qu'on a le psychiatre accroché à l'anus au Québec. Mais c'était pas Dr. Maillot, c'est un psychologue. C'est une femme psychologue, elle est très gentille. Et puis là, quand je lui ai parce que je comprends aussi quand même que le docteur, lui, il essaie de faire un tri, puis il y en a d'autres à passer et tout et tout. Non, regardez, non, Dominique, ne l'excusez pas. Non, ça fait partie des bedside manners qu'on appelle. Oui, mais de l'approche. Pardon? Je l'aime, mon docteur. Oui, mais en tout cas, je le dis au bénéfice il y a des médecins qui se pensent moins bons qu'ils le sont en réalité. Et il y a des psychologues qui ont vendu leur salade à tel point que, écoutez, là, c'est rendu que c'est presque nécessaire pour tout le monde. C'est ridicule, ça. Pierre, une semaine après, là, t'as même pas eu le temps d'intégrer ce que tu vis. Tu t'en vas tout de suite chez le psychologue. C'est-à-dire que tu décharges sur une autre personne au lieu de vivre. Ça n'a pas sa place. C'était complètement inadéquat comme référence. Mais en tout cas, continuez. En tout cas, anyway, moi, ça m'a tellement perturbé que là, je lui ai demandé, je dis, qu'est-ce que je fais? Parce que ça faisait 4 mois que j'étais mariée. Je venais de me marier, je venais d'emménager chez mon chum. On avait défait la salle de bain à coups de maillotche. On voulait refaire la céramique, enlever le bain, la bolle de toilette, en tout cas, tout et tout. Puis là, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Puis là, on m'annonce que je dois arrêter de travailler. J'ai pas d'assurance salaire. Il faut que j'aille aux choses de chômage. J'avais jamais retiré de chômage de ma vie. Ça faisait 20 ans que je travaillais. Alors, il fallait aller au chômage maladie. Ben, c'est ça. Fait que en tout cas, finalement, le psychologue, pour en revenir au psychologue, elle s'est aperçue que je gérais bien ça. C'est-à-dire
J'ai beaucoup aimé l'intervention de Liliane qui disait que la maladie, ça donne un statut. Moi, ça me donnait pas de statut. Je suis partie avec le départ que la maladie, c'est une maladie mortelle. La vie, c'est une maladie mortelle, puis personne n'en sort vivant. On est tous cuits avec ça. Exactement. Très belle philosophie. Fait que moi, je partais de On est tous faits à l'os avec la vie. Ah, on est cuits. Puis moi, je partais avec... On va tous mourir. La seule question, c'est quand. C'est quand, c'est ça. Puis, je voulais quand même vérifier, voir comment je peux gérer ça pour avoir une belle qualité de vie et tout. Fait que ça faisait partie des deuils. Fait que moi, j'ai vécu les deuils. Le deuil de perdre mon emploi, deuil de cesser de conduire, deuil de perdre mes cheveux. Docteur Maillot puis Janine, j'avais des beaux cheveux lisses, châtains, jusqu'aux fesses. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Premier traitement, je les ai toutes perdus. Bon. Alors moi, j'ai eu des traitements au taxotherme. C'était un cancer qui était très avancé, c'est-à-dire que quand je suis revenue de mon voyage de noces, au mois de août, 2 mois après mon mariage, avant qu'on me donne le verdict, on a fait une incision sur le bord du sein parce que c'était gros comme une clémentine. Il y avait tout un liquide qui est sorti, puis on me mettait des mèches. Alors à tous les 3 jours, j'allais au CLSC, j'allais faire changer ma mèche et tout ça. J'ai subi ça 6 mois jusqu'à ce qu'on m'opère. Alors moi, j'ai subi la médecine traditionnelle, la radiothérapie qui a été excellente dans mon cas. Ça a réduit toute l'inflammation. C'est sûr que ça occasionne des problèmes de qualité de vie. Moi, dans mon cas, j'ai été pas mal maganée, dans le sens que j'ai eu toutes les muqueuses asséchées. J'avais beau boire de l'eau et de l'eau. À un moment donné, je me suis retrouvée à l'urgence pour... je me rappelle plus du terme, le docteur. Là, je pense que c'est fécalome qu'on appelle au niveau des intestins. C'est bien douloureux. Une grosse constipation, là. C'est ça. Ils m'ont gardé 4 jours. Puis je vais vous dire franchement, là, à l'urgence, là, quand t'es bien malade, t'as un petit pleur étouffé, tu parles presque pas. Puis une chance que mon conjoint faisait quand même mon porte-parole, puis on n'exagère rien. Ceux qui crient puis qui gueulent à l'urgence, là, sont bien en santé, on vous dire. Parce que moi, là, j'étais pas capable de parler. Puis après ça, j'ai eu... Vous savez, avec un fécalome, là, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est une grosse crotte séchée à l'intérieur dans l'intestin qui veut pas sortir. Et c'est assez inconfortable, merci. On souhaite pas ça, hein? Je pense que c'est un accouchement. En tout cas, ils m'ont donné de la morphine, ça a fait effet. Puis là, après ça, je me suis fait opérer au mois de février. Et c'est encore un autre deuil, parce que là, il faut que tu dois signer un papier comme disant qu'ils peuvent faire complètement... L'ablation complète ou partielle. Vous le saviez pas. Oui, mais... Vous signez, mais c'est une possibilité, mais oui, parce qu'ils réveilleront pas la personne. Non. Là, on va tout enlever ça, on va enlever le muscle, puis dépendamment de ce qu'ils vont trouver. Là, tu te retrouves couché comme champ opératoire, puis tu fais une grosse marque avec crayon feu, tu dis « Aïe, ça y est, je suis cuit, ils vont-tu m'arracher le bras? » Mais ça s'est très bien passé. Puis là, après ça, t'as l'étape aussi de la physiothérapie, étirer le bras et tout ça. Ça prend un courage, mais ça dépend comment t'es au départ. Moi, j'étais une gagnante au départ. J'étais une personne qui C'est-à-dire, vous ne faites pas partie de ces femmes qui s'effondrent. Il n'y en a pas une aujourd'hui, Pierre. Non, ben c'est sûr qu'aujourd'hui... les effondreuses, là, ils appelleront pas parce qu'ils vont se faire ramasser. Elles sont pas folles non plus, là. Alors aujourd'hui, ce qu'ils appellent, c'est des femmes courageuses, et il y en a au Québec. Exactement. Et vous faites partie des femmes qu'on devrait imiter et non pas encourager à l'autre attitude qui est nocive. Oui, puis en passant aussi, Dr Maillot, là, ça fait le centre de notre vie, hein, des traitements comme ça. C'est très difficile. Ça fait que moi, j'ai éliminé toutes les histoires des autres. Je me suis dit, chaque cas est particulier parce que... c'est nouveau, ça. J'ai éliminé... Les histoires des autres femmes, évidemment. C'est assez rare qu'un gars va aller vous conter sa petite misère. J'en ai pas vu dans ma vie encore. Non, c'est d'autres femmes. Oui. Vous n'aviez assez si tu savais ce que j'ai vécu, moi, hein? Vous n'aviez assez de votre histoire. Exactement. Alors, j'ai éliminé l'histoire des autres. Alors, mesdames, pour ceux qui écoutent, habituez-vous, là, face à quelqu'un qui a une grosse maladie, à fermer votre grande trappe sur vos petites misères personnelles. Vous irez confier ça à quelqu'un d'autre. Mais cependant, est-ce que je peux t'apporter une petite soupe incroyable, une recette formidable? Je t'apporte ça. C'est vrai, Pierre. Aller dans des gestes d'amitié très simples comme ça. On va te faire un petit lavage, là. Il me semble que tu pourrais aller te promener dehors, prendre de l'air. Ou s'offrir, demander. Ne pas craindre de demander. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire? Parce que c'est surprenant, des fois, il y en a qui vont dire, si t'allais me faire mon épicerie, ça ferait bien mon affaire cette semaine.
C'est tout un cadeau, ça. Ça, c'est de l'amitié. Exactement. Oui. Alors, moi, c'est ça mon témoignage. Oui. Puis en plus aussi, Dr. Mailloux, moi, je suis atteinte de la sclérodermie, une maladie orpheline. Oui. Alors, c'est pour ceux qui ne savent pas, la sclérodermie, on fait trop de collagène, et puis tout se durcit à l'intérieur de nous, l'œsophage, l'estomac et tout ça. Et moi, dans mon cas, je suis chanceuse, c'est quelque chose qui est lent. Il y a 2 sortes de sclérodermie, la maligne et puis la rapide et puis la lente. Mm-hmm. Alors, la mienne était lente, et comme il y a presque pas de recherche pour ça, alors je me disais tout le temps, un jour, si jamais ils trouvent quelque chose, tu peux être sûr que je vais embarquer 100 000 à l'heure dans n'importe quel projet. Oui. Alors le cancer, là, je veux démystifier quelque chose. Il y a beaucoup de recherche pour ça. Et puis, gloire à tout ça, parce que quand on te diagnostique une maladie comme ça, tu devrais vraiment faire confiance à ton médecin. Moi, dans mon cas, là, j'ai été sur un programme de recherche. Oui. Alors, j'étais contente de participer à un programme de recherche. En plus, il venait à tous les 3 mois venir me piquer dans l'endroit là, très ciblé où il y avait mon cancer sur le bord de mon sein. Oui. Ils sont venus prendre des carottes là, en tout cas pour envoyer ça. Oui. Si ça peut contribuer là, tant mieux. Mais moi, j'ai fait ma part. Tant qu'à être malade, on essaie d'être utile. Exactement. C'est rassurant de savoir qu'il y a des recherches intensives qui se font. Là, moi, dans mon ça maintient l'espoir. Juste pour aider, là, tu sais, je pense que c'est Jacqueline, la première qui a parlé, là. Moi, là, dans mon cas, là, à part du fécolome, là, des muqueuses sèches, j'ai pas eu de maux de cœur, sauf du reflux gastrique, puis qu'on peut contrer avec qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Merci beaucoup, c'est bizarre. Hein? Oui, présentement, c'est intéressant parce que vous venez, toutes les auditrices sont venues démystifier des croyances largement répandues et établies dans le Québec concernant les fameux traitements anticancéreux. Qu'il y en a plusieurs qui ressentent pas grand-chose comme effet secondaire. De retour au Doc Mailloux. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Oui, Pierre, on poursuit parce qu'on a encore 3 appels. Il faut absolument qu'on parle à tout le monde avant l'émission, à la fin de l'émission. Okay. On parle à Linda. Bonjour, Linda. Bonjour. Oui, bonjour, Linda. Bonjour. Moi, je pensais que j'avais pas de courage. Mais là, je pense que j'en ai, parce que tantôt, vous avez dit que ceux qui s'effondraient, ils étaient pas pour appeler, parce qu'ils se seraient ramassés, puis j'ai décidé d'appeler pareil. Linda, bravo! Bravo! J'espère que vous me ramasserez pas trop rough, là, mais moi, quand on m'a annoncé ça, j'étais, peut-être c'est à cause de ça, je ne sais pas, j'étais dans une période de ma vie, je pense que c'était la plus belle que j'avais jamais eue. Puis quand on m'a annoncé ça, j'étais avec mon mari, et puis je suis tombée carrément sans connaissance. OK. Et puis quand je me suis réveillée de ça, ça a pris quand même un certain temps, j'étais en dépression majeure. Je me suis vraiment là, sentie... mais là, dépression majeure, le mot vient pas de vous, là. Le mot vient pas de moi parce que j'ai été suivie ensuite. C'est ça. Alors, vous avez été contaminé. Mais, OK, parlez-nous, laissez faire le jargon médical. J'ai été contaminée par un psychiatre, en tout cas. Oui, je le sais. Alors là, vous êtes tombé, sur le moment, vous avez une chute de pression, vous êtes tombé sans connaissance. Ouais. OK. Là, j'ai dans le bureau du médecin? Ouais. Puis là, il arrive quoi? OK. Ben là, ils m'ont réanimé de tout ça, puis ils ont... Non, ils ont pas réanimé. Pas réanimé, mais ramené de tout ça. Là, ils m'ont réveillé, si vous voulez. Oui. Là. Puis là, ils ont continué à m'expliquer, qu'est-ce qui se passerait, puis tout ça. Oui. Bon, là, après ça, j'ai suivi, Mais moi, je me suis sentie, à partir de ce moment-là, je venais de perdre tout le contrôle de ma vie, dans le fond. Oui. Je l'ai senti comme ça, je sais pas si c'est ça, là. Oui. Fait que là, moi, les médecins, ils me disaient, tu vas faire ça, c'était OK. Mon mari me disait, tu vas faire ça, OK. Oui. On fera pas ça, OK. Fait que là, j'ai fait ça comme ça. Oui. J'ai arrêté de manger. J'ai arrêté de dormir. Mm-hmm. J'avais... Excusez. J'avais des jeunes enfants. Pardon? J'avais des jeunes enfants. Oui. Qui avaient quel âge? 5 et 9. 5 et 9. Et j'ai carrément arrêté de m'en occuper. Mm-hmm. Mais heureusement, j'avais un mari qui est encore très, très fort. Arrête donc. Ouais. Il y avait un homme pas loin.
C'est utile, ces maudits-là, hein? Mais le pire, c'est qu'en apparence, il a tellement pas l'air de ça. Oui. Vous avez découvert chez lui quelque chose que vous aviez pas vu. Ça se peut-tu à travers cette aventure-là? C'est en plein ça. Ouais. Puis il était très fort, et puis lui, il me disait... C'est ça. OK, là, aujourd'hui, tu prends ta douche, parce que je me lavais plus non plus. Oui. Tu prends ta douche, on a rendez-vous avec tel médecin. Alors, l'effondrement total. Total. En quelle heure que vous êtes effondré comme ça? C'est intéressant, ça, oui. Ça fait combien d'années de ça, là? C'est en novembre 2002. Ça fait 3 ans et demi. Ouais. Il y a 3 ans et demi. Et là, vous avez quel âge, Linda? Là, j'ai 42. 42. Alors, continuez. Alors, c'est l'effondrement total. Mais en quelle année vous êtes effondré comme ça? Ben, ça, je le sais pas. Ben, c'est intéressant. Oui. Ben, moi, quand j'ai consulté, j'ai été après ça référée en psychiatrie parce que j'étais vraiment pas fonctionnelle. Ouais. J'ai commencé la chimiothérapie, puis en tout cas, j'ai eu le cocktail que toutes les autres ont aussi. Mais le psychiatre, il vous a-tu guéri? Le psychiatre, il m'a beaucoup aidé, mais il m'a pas donné... Moi, il vous a aidé à quoi? À reconnaître que, de toute façon, on était tous pour mourir un jour. Arrête donc. Un maudit athée. Ben, moi, non, au contraire. Moi, je suis athée. Mais lui, il a essayé de me faire comprendre ça. C'est vrai ce que vous disiez tantôt, la pensée magique, qu'on pense qu'on... Mais ça, je pense qu'heureusement qu'on l'a, parce que sinon, on voudrait plus prendre l'auto, on voudrait plus aller en avion, on viendrait fou. Mais à ce moment-là, moi, je venais comme de réaliser, ben oui, ça peut t'arriver, ma vieille, à un moment donné. Vous aviez jamais vécu de deuil, pas perdu de parents, il y avait jamais... Oui, en fait, je venais de perdre ma belle-mère quelques mois avant d'un cancer, ironiquement. Mais c'était pas... Est-ce que le psychiatre vous a aidé à comprendre comment ça se fait que vous vous êtes effondré? Je vais vous dire, on était peut-être rendu là. Moi, il m'a suivi pendant à peu près 1 an et demi. Sans médication parce je que répète ma question. Oui, j'ai compris. Sauf que moi, j'ai abandonné. Puis je pense qu'on était probablement... Comment ça se fait qu'en 1 an et demi, il vous a pas aidé à comprendre pourquoi vous vous effondriez? Vous vous effrondiez, c'est-à-dire? Je sais pas. Hein? En 1 an et demi, avez-vous au moins une couple d'indices? Non. Pas d'indice. Alors, on va en chercher. On a 2 minutes. En quelques minutes, avec la rétrospective, en quelle année vous êtes effondré comme ça? Je ne sais pas, Dr. Maillot. Oh, cherchez. Cherchez, vous trouverez, dit le Christ. Ben, j'ai cherché. Oui. Puis j'ai même demandé au psychiatre de m'aider à me former au cas par... Linda, pourriez-vous utiliser ce que vous avez entre les 2 oreilles? Oui. Ce que vous avez entre les 2 oreilles est beaucoup plus important que vous croyez. Puis on va faire quelque chose. Beaucoup plus important que vous croyez. Pierre, Linda pourrait garder ça, là. Puis elle nous rappelle vendredi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ben ça serait le fun. Au lieu de mijoter, comme ça, Linda, c'est excellent. Êtes-vous prête? Oui. Vendredi, à rappeler, puis partir avec ce que vous... quelque chose. Ça fait longtemps que je le mijote déjà, puis j'ai pas avancé. On verra. Mais là, vous avez un objectif, c'est vendredi. Ça a-tu de l'allure? Oui. OK. Allez, bye. On vous attend vendredi, Linda. OK, merci. Bye. On parle à Martin Pouliot maintenant. Martin? Salut. Bonjour, ouais, Martin. Bonjour, Martin. Ancien collègue. Espèce de fidèle auditeur. Ah, moi, je suis un incorrigible. Là. Malheureusement, c'est comme... je sais pas, c'est une drogue. Hein? Je sais pas, vous avez une prescription trop sévère. C'est ça qui est arrivé. 5 jours semaine, là, c'est drôle. Mais Martin Pouliot, oui. Vous nous appelez aujourd'hui parce que le sujet vous touche, puis pas à peu près. Hey, moi, j'écoutais ça tout le monde, là, puis je trouvais donc... Je me voyais là-dedans, puis je comprends pourquoi. Moi, le monde qui le sait, en fait, je pense que le monde le sait pas mal, mais quand même, j'ai souffert, moi, de la bactérie mangeuse de chair, en 99. Oui. C'était pas le cancer, dans la mesure où la différence fondamentale, c'est que le cancer, tu ne sais pas si les traitements vont donner quelque chose. C'est long, des fois, c'est plus court, mais en général, ça s'étire dans le temps. La bactérie mangeuse de chair, quand c'est mortel, généralement,
t'en rends pas tellement compte parce que ça frappe en dedans de 24 à 48 heures. Comme c'est arrivé, c'est la même chose, Martin, qui est arrivé à Bouchard. Lucien Bouchard, exactement. Lulu pour les intimes. Ouais. 24 heures, là, puis ça va vite. Il faut rouler. Oui. Exactement. Bon. Et c'est ça qui m'est arrivé aussi. Ça a été la même affaire. En dedans de 20 minutes, j'étais tout pimpant au travail. 20 minutes plus tard, j'étais rendu couché sur un lit à la maison en train de faire de la fièvre incontrôlée, parce qu'évidemment, un gars qui fait de la fièvre, tu comprends bien que ça va pas à l'hôpital, hein, c'est un gars. C'est que ça commence par dire on va aller se coucher, mais on va voir ce qui arrivera après. Oui. Et il reste que dans les 12 heures suivantes, j'étais rendu dans le coma. Et ça, c'est violent, ça frappe violemment. Et là, moi, j'ai été dans les chanceux. J'ai été dans ceux qui prient à temps. Et aussi un facteur de chance qui fait que ça s'est pas transmis dans le sang, ça s'est pas transformé en septicémie, il n'y a pas eu d'empoisonnement sanguin, il n'y a rien eu, ça s'est limité aussi à des tissus sous-cutanés immédiats, ça n'a pas touché aux os, ça n'a pas touché aux muscles. Alors, il reste que s'il fallait la pogner, je souhaite ça à personne, là, mais je l'ai eu comme il fallait la pogner. Ouais. Oui. Sauf que t'as gardé des handicaps importants, Martin, parce que t'as été combien de temps à l'hôpital? J'ai été 3 mois à l'hôpital avec de nombreuses rechutes où on n'arrivait pas à contrôler la fièvre, à contrôler l'infection. Tantôt, je donnais des signes encourageants. Après ça, 2 jours plus tard, montée de fièvre. Il a fallu qu'elle fasse à un certain point une chirurgie exploratoire parce qu'il n'arrivait pas à contrôler l'épicentre pour finalement se rendre compte qu'il était contrôlé, mais que ça avait transformé les muscles en les tissus en matière fibreuse. Alors au scan, ça paraissait comme s'il restait encore une infection au centre du mollet. Ça a été très long. Là. Donc, Martin, y a-t-il une question de courage là-dedans? Quand tu regardes ça à rebours, là? Non. C'est quoi, ça? Je pense pas que c'est une question de courage. Je pense qu'on est intrinsèquement fort. Je pense qu'en bout de ligne, j'ai comme laissé aller. Et c'est pour ça que j'écoutais tout le monde avec grand intérêt cet après-midi. À un moment donné, tu te dis, gars, je ne peux pas contrôler. Je suis à l'hôpital, les médecins savent ce qu'ils font, on l'espère, et j'ai les meilleurs soins possibles, du moins je le souhaite. Je ne peux rien contrôler. Et c'est comme ça que j'ai gardé, je dirais, une certaine forme d'équilibre. Et à un certain point aussi, tu finis par te dire, regarde, t'as pas le choix. Quand t'es 3 mois à l'IT, là, tu finis par te dire, qu'est-ce qui est important dans la vie pour moi? Et puis, tu laisses tout ce qui est éphémère de côté. Tu laisses tout ce qui est... Tu relativises sur tellement de choses. Et c'est peut-être cliché de dire ça, mais moi, l'hospitalisation, ça a fait une affaire. C'est qu'aujourd'hui, je fais de la radio. Jamais je fais de la radio si j'ai pas la bactérie mangeuse de chair, parce que ça m'a permis d'arriver à un point dans ma vie puis de dire, OK, je viens de constater que la vie, c'est éphémère, là, qu'on est fragile plus qu'on le pense. J'arrête de me faire chier. Dans quelque chose que j'aime pas, c'est ça? Exactement. Oui. C'est la maladie qui m'a forcé à me pencher sur ce qui m'empoisonnait l'existence. Et c'est comme ça que j'ai passé à travers. Quoique, et j'ajouterai là-dessus, qu'en sortant de l'hôpital, après l'hospitalisation, je pense que j'ai fait une dépression. Mais, répète ça, Martin. Je pense qu'après l'hospitalisation, en convalescence, je pense qu'à ce moment-là, j'ai fait une dépression. Mais là, c'est avec le recul que je dis ça, parce qu'à l'époque, jamais, d'abord par ignorance, j'aurais pas su dire c'en est une ou c'en est pas une. Mais c'était comme un relâchement, peut-être. Intéressant, mon Martin. Intéressant. Merci. On te salue, merci pour ton témoignage. Salut à tout le monde. Bye. Puis on va demander à Denise d'avoir le courage de continuer. Martin, les collègues qui appellent. Oui. Bateau. Puis Pierre. Ceux qui croient qu'on n'a pas écouté l'après-midi, Janine, on les avait pas prévenus, là. Il y a quelqu'un qui nous attend là, depuis 2 heures. Denise, faut lui parler après. Oui. Garder espoir, c'est notre thème aujourd'hui. Quand on se fait plaquer au visage un diagnostic de maladie grave. Et on parle à Denise. Bonjour Denise. Bonjour à vous deux. Bonjour Denise. Si vous me permettez, je voudrais dire que mon appel est un hommage posthume à ma fille qui est morte d'un cancer au cerveau. Cancer qui a été diagnostiqué en 2000, cancer au cerveau, cancer au poumon. On l'a opéré au poumon.
après qu'elle a été reposée, remise de son opération, là, on a procédé au cerveau. Et puis, c'était visible qu'il n'y avait pas d'espoir de guérison. Puis pour moi, à ce moment-là, l'espoir, ça n'a pas été du désespoir. Ça a été, pour moi, l'espoir qu'elle vive ce qu'elle avait à vivre au mieux de ce qu'elle pouvait. Et c'est ce qu'elle a fait. Pour vous donner un exemple, je vais vous lire quelques phrases qu'elle a écrites 2 mois avant d'être hospitalisée aux soins intensifs. Elle écrit, elle m'a dit, maman, j'ai écrit ça, puis je veux que tu mettes ça dans une bouteille, puis tu envoies ça à la mère. Elle écrit, excusez, là, la voix m'est tremblotante, mais j'ai des raisons. Profitons de ce que la vie nous apporte. Laissons-nous ballotter au doux flot du courant. Et n'oublions surtout pas que le monde est grand, si grand. Aimer, partager, rire, chanter. Ma toile est tissée d'un fil de beauté. Je peux y grimper et m'y balancer. Je vis au présent et non au passé. Elle a été extraordinaire. Puis quand vous parlez de Dr. Mailloux, là, ramasser puis remonter les gens, là, quand elle a été sortie de l'hôpital après son opération au cerveau, on était dehors au beau soleil, tout à coup, elle dit, maman, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Mais ce que j'ai à vivre, je vais le vivre à ma façon. Alors, elle a fait, elle dit, les supposés amis, là, elle a fait un ménage dans les téléphones, puis les amis, puis elle a mis des barrières aux gens qu'elle ne voulait pas entendre, puis qu'elle ne voulait pas voir. C'est souvent le moment de grand ménage, hein? Oui. Des grosses épreuves comme ça, là. Le ménage féminin au téléphone, les pseudo-amis de bonnes femmes, là, terminé. Oui. Elle a tout mis ça dehors, puis elle a bien fait. Oui. Puis moi, ben, ce que j'ai appris d'elle, j'ai appris à respecter son silence. Parce qu'elle ne se confiait pas, elle ne disait pas ses états d'âme, et puis je ne posais pas de questions. Si je voulais essayer de la faire parler, je lui lançais des perches. Puis quand j'ai vu que son moi intérieur, ça lui appartenait, j'ai laissé faire ça. J'étais là, présente tout le temps. Je l'ai aidé au mieux que j'ai pu, tant que j'ai pu. Puis j'ai trouvé que j'ai eu, pour moi, là, ça a été un très, très grand privilège de pouvoir en avoir soin. Parce que j'étais pas jeune, j'ai 78 ans aujourd'hui, fait qu'à ce moment-là, j'en avais 73. Oui. Et puis, ça a été un très, très grand. Il s'est créé une symbiose entre elle et moi qui est inestimable. Inestimable. Et pour vous dire combien elle était sereine, à un moment donné, je suis avec elle dans un centre d'achat, et puis moi, je vais dans un magasin, et elle s'en va aux toilettes. Je la trouve pas après. Je la cherche. En tout cas, j'ai demandé l'aide, là, puis j'entrerai pas dans les détails. Je la trouve assise sur un banc. Elle me regarde un beau sourire. Elle dit, je savais que maman me trouverait. Elle a été extraordinaire, ça peut pas s'exprimer. Ça peut pas s'exprimer. Puis en gardant le silence, comme vous dites, vous lui avez permis de vivre. Oui. Ce qu'elle avait besoin de vivre. Oui. C'est drôle, vous pouvez confirmer un des points que j'avance, c'est qu'il est important d'éduquer les femmes au respect de l'autre et au respect du silence de l'autre. Oui, ça c'est très, très important. Ouais. Vous venez confirmer là, une lacune culturelle au Québec. Les femmes ne sont pas respectueuses des autres et pas respectueuses du silence de l'autre. Oui. Puis elle a vécu tellement à plein, là. On sortait, je suis allée au Floralie avec elle. Je l'ai emmenée au cinéma l'été, il faisait chaud juste l'été avant qu'elle meure. On se traînait. Puis elle est sortie du cinéma, elle avait de la misère à marcher.
Puis j'ai demandé de l'aide, puis le jeune homme, je m'en ai un fauteuil roulant, puis il n'y en avait pas. Le jeune homme appelle le gérant. Je dis au jeune homme, j'ai dit, elle est malade, puis j'aurais besoin d'un fauteuil roulant. Je suis pas malade. Ben, vous voulez pas. Alors, Denise, savez-vous, il y a 3 belles paroles. Vous l'avez accompagnée dans le doux flot du courant. Vous étiez toutes les deux dans ce doux flot du courant. Belle fin d'émission. Aïe, aïe, oui. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont appelé aujourd'hui. Pierre, on continue demain. Yes. Bye.